On va d'abord présenter vaguement, de manière très large, ce qu'est SSL-TLS. C'est un protocole, et même un ensemble de protocoles, accompagné d'algorithmes de chiffrement et de signature, qui permet de chiffrer les connexions Internet, protocole par protocole, donc le web, le mail, etc., séparément chacun, qui permet aussi d'authentifier le serveur, c'est-à-dire quand un client sur votre machine se connecte à un serveur, il authentifie le serveur en disant « serveur qui tu es, je suis google.fr, bah, prouve-le, tiens, voilà la preuve, ma carte d'identité ». C'est une authentification relativement faible. Il peut l'identifier de manière beaucoup plus forte en disant « bonjour, je suis paypal.com et il y a un petit drapeau qui dit ce paypal.com il appartient à PayPal Inc. États-Unis, voilà. C'est facultatif, c'est ce qu'on appelle les EV, on en parlera tout à l'heure. Et éventuellement aussi l'authentification du client, c'est-à-dire quand votre navigateur se connecte à un site ou un autre logiciel de mail ou de Jabber ou tout autre logiciel, le serveur peut dire hey, t'es gentil mais moi je veux aussi savoir qui tu es. Et dans ce cas-là, bah, on va vous demander une clé, une identification. C'est ça SSL-TLS et c'est à peu près tout. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail, notamment en 1995, le petit cadenas sur Netscape. A priori, il y a pas mal d'entre nous qui ont dû le connaître, vu l'âge moyen de la population. Et aujourd'hui, on voit autre chose. C'est beaucoup plus. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus streamline. C'est plus dans le design. On a toujours le cadenas. On peut avoir jusqu'à une barre verte comme ça qui indique la société qui possède le nom de domaine ou l'individu qui possède le nom de domaine. C'est ce qu'on appelle le V justement, ainsi que son statut et son pays. J'ai pris PayPal comme exemple pour vous rappeler qu'il est encore temps de supprimer votre compte PayPal. Voilà, c'est une bonne chose à faire. Mais c'est de la politique. On va passer. Alors un petit peu d'histoire. Allons-y. Alors, SSL, c'est né de Netscape. Vous connaissez le logo, un des tout premiers navigateurs, un des tout premiers gros navigateurs à succès, avant qu'arrive Internet Explorer et après les Mosaic et NCSA et compagnie. Et donc en 94, Netscape s'est dit voilà, on a le web et les pages web, c'est très bien, mais si on veut pouvoir faire un peu de sécurité, un peu de confidentialité, notamment avec en tête l'idée de faire du paiement en ligne ou des échanges de données bancaires ou des choses comme ça, ils se sont dit on va avoir besoin que les données ne passent pas en clair et que le serveur puisse s'identifier. Et donc Netscape a inventé entre 94 et 96 la norme SSL V1, puis très rapidement V2, puis assez rapidement V3, en se basant sur des algorithmes de chiffrement type RSA, MD5, etc. Et de signature aussi. Pour ça, Netscape s'est aussi dit, comme il faut identifier le serveur, on va avoir un système d'annuaire ou quelque chose d'équivalent où on va pouvoir dire qui es-tu, bah, je suis un tel, prouve-le, voilà une signature numérique d'une autorité supérieure. Parce que, bon, il y a pas mal de geeks, moi je suis un peu informaticien aussi, beaucoup même, pour tout ce qui est chiffrement, je dis plutôt PGP. Là, on a un système de Web of Trust, c'est-à-dire il n'y a pas d'autorité, c'est pas un triangle, c'est pas une pyramide, c'est totalement distribué. Chacun peut signer l'identité de chacun et c'est comme ça qu'on s'identifie les uns les autres. Bon, Netscape évidemment a dit non, on peut pas faire ça, on va faire un système pyramidal où on a des autorités de certification qui vont signer éventuellement des autorités d'enregistrement qui vont elles-mêmes signer des utilisateurs finaux de sites web, enfin des possesseurs de sites web. Pour ça, ils se sont basés sur une norme qui est la norme X509, qui vient en fait du monde des télécommunications, pas trop du monde de l'internet, plutôt les téléphones et compagnie, qui est en fait une norme d'annuaire. Donc on verra un petit peu plus tard aussi de quoi il s'agit. Cette norme d'annuaire nécessite, ce que je disais tout à l'heure, des autorités, c'est-à-dire des sociétés qui vont signer les sites web que l'on souhaite reconnaître. Une des premières autorités qui a été créée, c'est VeriSign, et en même temps aux États-Unis, et en même temps en Afrique du Sud, un certain Mark Shuttleworth créait une société qui s'appelait Tote. Donc voici l'orthographe. Mark Shuttleworth a revendu ensuite Tote pour quelque chose comme 700 millions de dollars ou 500 millions de dollars, je sais plus. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, Mark Shuttleworth est le fondateur d'Ubuntu, et c'est grâce à ces millions qu'il a été le premier homme dans l'espace et qu'il a fondé Ubuntu. Quand il a revendu Tote à VeriSign. Alors, on est en 95, on a des autorités de certification, Netscape fonctionne avec HTTPS, Internet Explorer suit dans l'élan, ils commencent à mettre des autorités de certification dans leur navigateur, on verra plus en détail à quoi ça sert. En 98, il y a des ingénieurs de l'IETF, des ingénieurs au niveau mondial, qui disent bon c'est bien, mais Netscape a en main la norme SSL, elle est imparfaite,
il y a des choses qu'elle permet pas et il faut un peu normaliser ça dans le monde de l'internet. Et la normalisation dans le monde de l'internet, il faut savoir que ça fonctionne avec ce qu'on appelle des RFC, des requests for comment, qui sont des documents dont la structure, le contenu, la façon de créer et l'aboutissement est encadré par un certain nombre de règles très précises. Et donc l'IETF décide de lancer un groupe de travail qu'ils ont appelé TLS. Alors SSL, Secure Socket Layer, couche de sécurité sur les sockets. Alors les sockets dans le monde de l'internet, c'est les tuyaux de communication TCP entre deux points. Donc SSL, c'était très précis, c'est comment on fait de une couche de sécurité sur des sockets. TLS, Transport Layer Security, sur la couche transport. On se rapproche plus de la norme OSI qui dit les réseaux ça fonctionne avec les 7 couches, etc. Et en gros, les gens de l'IETF ont dit on fait un système plus générique. Et il y a eu donc une norme TLS-V1 qui est sortie en 88 de mémoire, non en 99, 2008-2011, TLS-V1.1, TLS-V1.2. Aujourd'hui donc on est à TLS 1.2 et c'est la norme qu'on utilise au mieux dans tous les cas. Au pire on dégrade jusqu'à TLS1 voire SSL-V3 pour les plus vieux périphériques. La plupart des navigateurs aujourd'hui supportent très bien TLS-V1. Donc ça c'est la normalisation côté vraiment des ingénieurs, les geeks, le protocole. En parallèle, les autorités de certification ont commencé de plus en plus à vendre des certificats. Et donc, elles se sont dit, on va vendre des certificats, mais on va vérifier bien les papiers de l'entreprise qui nous demande le certificat. Ça va lui coûter 1000 $ par an. Et voilà, c'est cher d'avoir un certificat parce qu'on fait un travail important. Puis de plus en plus, elles se sont dit, ouais, mais on a beaucoup de demandes. Et puis voilà. Et puis il y a des gens comme Gandhi qui sont arrivés, comme Komodo, qui ont commencé à dire, ouais, mais nous, on veut vendre du certificat SSL pas cher, parce qu'on veut que la sécurité soit abordable et accessible à tous. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit on va mettre un niveau plus bas, c'est-à-dire qu'on va faire ce qu'on appelle des certificats, parfois on l'appelle de classe 1, c'est pas général comme terme mais ça s'entend, qui sont juste où on valide juste la propriété du nom de domaine. Donc typiquement j'ai sontag.fr, je demande à Gandhi de me faire un certificat pour sontag.fr, il m'envoie un mail sur benjamin@sontag.fr qui est le mail dans le whois du propriétaire du nom de domaine. Je réponds avec le code qui est dans le mail en disant c'est bon, le code c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ça prouve que c'est moi le propriétaire du nom de domaine. À partir de là, Gandhi me génère un certificat. Le problème c'est que ce faisant, on n'avait plus vraiment de possibilité d'avoir une validation un peu plus profonde et de savoir qu'on avait cette validation-là. Et donc en 2005, il y a Komodo, Netscape et puis d'autres sociétés du genre. Il y avait Internet Explorer aussi, enfin Microsoft. Donc à la fois des autorités de certification, donc VeriSign, des gens comme Netscape, Internet Explorer, puis Mozilla plus tard, qui ont fondé ce qu'ils ont appelé le CA/Browser Forum, c'est-à-dire un groupe contenant à la fois les autorités de certification et les créateurs de navigateurs. Et ce forum a créé un concept qu'ils ont appelé les certificats EV, pour Extended Validation, qui veut dire à validation étendue. C'est juste, numériquement, c'est exactement le même certificat, il y a juste un petit flag qui dit « ce certificat a été à validation étendue », ce qui provoque la fameuse barre verte qu'on voyait tout à l'heure sur le certificat PayPal. C'est qu'au lieu d'avoir juste un cadenas, on a un cadenas, une couleur distinctive, c'est 3 choses que dit la norme, il faut le cadenas, la couleur distinctive et le nom de la société qui est inclus dans le certificat, dans la signature numérique. Ce qui fait que non seulement on a un nom de domaine, mais on sait qui est derrière. PayPal, c'est un bon exemple, c'est paypal.com, donc c'est facile, on sait que c'est paypal.com. Mais si vous avez paypal.com qui est réservé par un fraudeur, il ne pourra pas avoir le PayPal Inc. US à côté parce qu'il ne pourra pas le faire signer, parce qu'il n'y a pas le président de PayPal qui aura répondu au téléphone au mec de Komodo pour lui dire bonjour, oui, je veux ce certificat pour paypal.com. Donc voilà, Extended Validation, ça a ce côté pratique, c'est surtout aussi une histoire business, parce que c'est une autre façon de revendre plus cher un truc qui vendait avant au même prix. Mais bon, voilà, les deux existent aujourd'hui, et donc dans l'histoire, on en est à peu près là. Il ne s'est pas passé grand-chose d'autre sur l'histoire des SSL-TLS. Pour la dernière norme TLS 1.2, on est en 2011, donc c'est relativement récent. Il y a une chose qu'il faut retenir aussi dans l'histoire des protocoles de sécurité sur Internet, c'est que c'est très long. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle version, un algorithme de chiffrement, de signature, une nouvelle norme TLS ou des choses comme ça prend des années, voire des décennies à être mis en œuvre partout. Client, serveur. Et on va voir en effet qu'il y a quelque chose de très important dans ces systèmes, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une négociation. Et donc, TLS aujourd'hui, TLS aujourd'hui on l'utilise vraiment de manière tout à fait habituelle dans nos navigateurs. Dès que vous allez sur un site bancaire, dès que vous allez même sur Facebook, dès que vous allez sur un site qui est un petit peu soucieux de la sécurité et de la
confidentialité de ses visiteurs, il va passer en HTTPS. Donc c'est vraiment quelque chose qui est streamline, qui est habituel. Pour le web, c'est-à-dire pour les pages web. Il y a d'autres protocoles qui rapidement ont suivi le pli en disant ouais mais attendez, le mail, ce serait bien qu'on puisse envoyer des mails en SSL aussi. Alors ils ont pris la norme SMTP, RFC 822, ils ont dit alors c'est le port 25. Alors c'est vrai une chose, c'est que techniquement, quand on s'adresse à un site en HTTPS, les ports TCP, il y a des gens qui connaissent pas. Et à chaque fois lever la main assez vite, comme ça on passe. Donc les ports TCP, c'est juste dans une connexion internet entre deux points, un client et un serveur. Quand vous vous connectez à un serveur, vous dites de quel protocole, enfin vous annoncez, vous vous connectez en fait à un numéro en particulier sur ce serveur. Il y a plusieurs portes en fait. Chaque protocole, c'est un peu comme une porte d'entrée. Si vous rentrez par la porte 80, en gros, vous annoncez au serveur que vous allez lui parler, lui demander une page web. On peut faire autrement. On peut dire on va mettre un serveur web sur le port, sur la porte 212. C'est juste que par défaut, si on dit pas à son navigateur, si on dit à son navigateur juste je veux la page web qui est sur tel serveur, il va aller sur le port 80. Si on dit à un navigateur je veux aller voir la page web sécurisée de ce serveur, il va aller sur le port 443. En SMTP, ils ont fait pareil. Ils se sont dit 25, ok, c'est le port SMTP, mais comme en SSL-TLS, on parle pas du tout le même protocole avant de commencer à parler SMTP, on va parler SSL, puis une fois qu'on aura fait le tunnel SSL, on parlera SMTP. Ils ont pris un autre port, le 465. Et en fait, rapidement, on s'est rendu compte que ces petites choses-là, ça avait un problème, ça avait un inconvénient, c'est que déjà, il fallait doubler tous les ports de tous les protocoles qu'on voudrait mettre passer en SSL, ce qui est quand même, bon, on en a des ports, on peut en aller autant qu'on veut, on peut même dire qu'il y a deux ports pour le même protocole, c'est pas très grave, mais bon, c'est pas top. Et il y a autre chose aussi, c'est que TLS, la norme DETF, a rapidement proposé un mécanisme qu'on a appelé Start TLS, qui est de dire, au lieu de dire se connecter à un port spécial pour faire la même chose, on se connecte au même port, on parle avec le serveur et on lui dit rapidement oh, au fait, je voudrais parler crypto. Et le serveur, qui est en général déjà prévenu qu'il savait faire, dit OK, et là on parle comme si on était sur le port SSL. Donc TLS apporte ce mécanisme-là qui permet de dire on n'est plus sur 443, maintenant on est sur 80 et on parle HTTPS sur le port 80. En pratique, pour SSL sur les navigateurs web, ça n'existe pas. HTTP, port 80, tout passe en clair. HTTPS, port 443, tout est chiffré. On n'a pas mis StartTLS dans les navigateurs web et dans HTTP. Par contre, tous les autres protocoles sont passés progressivement de SSL, un port à part, avec un protocole à part, etc., à TLS, StartTLS, c'est-à-dire on parle sur le port normal, et ça on le verra tout à l'heure. Et on parle crypto ensuite. Et donc peu à peu, SMTP, puis rapidement POP pour les boîtes aux lettres, IMAP pour la synchronisation des dossiers d'email. Il y a plein de protocoles comme ça qui peu à peu ont ajouté des couches de chiffrement basées sur SSL-TLS, le protocole de l'IETF. Donc POP, IMAP, SMTP. Il y a d'autres protocoles encore moins connus, genre XMPP, c'est le protocole du chat par client Jabber. VNC pour la prise de contrôle distant. FTP, que vous connaissez probablement, qui permet de faire des transferts de fichiers. Alors FTP c'est pire parce qu'FTP il se basait sur deux connexions. Vous avez une connexion qu'on appelle de commande, c'est-à-dire bonjour, mon user c'est ça, mon password c'est ça, je voudrais la liste des fichiers, je voudrais envoyer un fichier. Quand on veut la liste ou qu'on veut envoyer un fichier, c'est un gros débit. Donc on passe pas ça sur le canal de commande, on fait un autre canal TCP sur lequel on va transférer les données dans un sens ou dans l'autre. Donc FTP a eu des problèmes et objectivement très chiant à gérer parce que si on fait de la crypto, s'il y a du NAT, il faut que les routeurs connaissent, aillent voir à l'intérieur, et c'est bon, ça pourrit la vie des admin 6. C'était une bonne façon pour FTP de disparaître, parce que ça a vraiment pourri pas mal de gens, donc on a fini par utiliser SFTP à la place. IRC permet de faire du SSL. C'est assez rare, à ma connaissance, il n'y a pas de Start TLS dans IRC, on fait de l'IRC-S, c'est-à-dire comme HTTP. Et alors là où c'est étonnant, c'est qu'il y a d'autres protocoles qui ont choisi d'apporter du chiffrement, mais sans pour autant utiliser stricto sensus la norme SSL-TLS. En général pour de bonnes raisons, parce que sur Internet on est fainéant comme tous les informaticiens, on n'aime pas refaire deux fois la même chose. J'ai un très bon exemple que Stéphane Borsmeyer a évoqué il y a 15 jours, qui est DNSSEC. DNSSEC c'est la signature cryptographique, non pas des échanges entre un client et un serveur DNS, mais des informations de la zone elle-même. Et donc, comme on n'a pas besoin de faire un échange cryptographique, ce que permet et ce que fait faire SSL-TLS, pour DNSSEC, ils ont dit on va faire une autre norme qui utilise les mêmes algorithmes de chiffrement, RSA, MD5, etc., ou SHA-1, mais qui n'est pas le protocole SSL-TLS. De même, RSH, qui était la prise de contrôle distant pour faire des commandes sur des serveurs, on a inventé SSH, qui est assez similaire à SSL-TLS, mais qui est un tout petit peu différent sur des petits ajustements envoyer des clés, qui permet plus de choses sur le chiffrement lui-même.
Donc voilà, on a un écosystème qui se déploie et c'est là où on en est aujourd'hui. Alors on va montrer un exemple, parce qu'il n'y a rien de tel que d'avoir un bon exemple. Donc on va quitter notre diapo, on va montrer donc le formulaire dont je vous parlais tout à l'heure. Enfin, dont je vous parlais pas, mais qui apparaissait à l'écran il y a 10 secondes. Alors c'est un exemple de formulaire web. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre à moitié de l'écran. Et alors je vais vous montrer une chose qui est assez intéressante, enfin, j'espère pour vous. On va le voir en vrai. C'est-à-dire que ce qu'on voit sur Internet, c'est une démo qu'on faisait il y a très longtemps, notamment pour des journalistes, pour leur montrer à quel point il est important d'utiliser le chiffrement sur Internet. On prend le formulaire et de l'autre côté, et ça on va le faire une fois pour toutes, et de l'autre côté on va mettre un terminal. Alors c'est très violent, mais on va vous montrer, parce que sur Internet, sur les tuyaux de l'Internet, on peut tout à fait écouter ce qui se passe. Il y a un outil dont on parlera tout à l'heure qui s'appelle TCP-Dump, qui permet de voir vraiment ce qui passe dans le tuyau, mais de le voir vraiment comme si on n'était pas le tuyau, mais un humain. C'est quand même mieux. Donc je vous montre 2 petites secondes, je fais le setup et je vais vous montrer ça. Voilà. Alors, petit, touc. Voilà, beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, je me connecte. Bonjour. Alors, pour ceux qui sont geeks, normalement, il y a Synhack, TCP/IP, tout ça. Je fais ma requête. La voici. Ça, c'est ce qu'on appelle une. Non, ça, c'est la réponse. Get, là, voilà. Toc. Ça, c'est ce qu'on appelle une requête HTTP. On fait get de la page. On envoie ce qu'on appelle des entêtes en dessous. C'est-à-dire on dit host, c'est tel nom de domaine, je supporte la compression, je m'appelle un Mozilla 5 sous Linux, etc., etc. Je veux d'abord du français puis de l'anglais, et une ligne vide. Et dès qu'on a mis une ligne vide, le serveur web il sait qu'on a fini de lui parler et il va nous répondre. Et comme on le voit quand on écoute le tuyau, il nous répond un truc chiffré, un truc cryptique qui veut juste dire j'arrive, la réponse arrive. Et derrière, il nous envoie la réponse dans un paquet que voici, qui fait moins d'1,5 kg. Et la réponse c'est HTTP, salut 200, tout va bien. Pour ceux qui connaissent 404, page not found, le 404 il apparaît là, quand on a une page qui n'existe pas. Là 200 ça veut dire ok, la date qu'il est, le serveur que c'est un PHP 5.3, etc. Et la fameuse page web. Et si je poste mon login mot de passe, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je vois que ça passe en clair, c'est-à-dire que j'ai le même requête ici. Alors, ce coup-ci, c'est plus get, c'est post, c'est-à-dire on poste un formulaire, comme son nom l'indique, toujours sur brassens.bâche.info, et on voit que mon login, c'est Benjamin, et mon pass, c'était coin. Bon. Et là, on se dit, mince, si quelqu'un écoute entre deux, au hasard, je sais pas, la NSA, il va savoir que mon mot de passe, c'est coin. Et cela dit, il n'y a pas besoin de s'appeler la NSA pour écouter entre deux. Il y a plein de façons de faire. Là, sur le Wi-Fi, si quelqu'un écoutait sur le Wi-Fi, il verrait passer le coin en clair. Si quelqu'un faisait un détournement de la passerelle d'ici, le trafic passerait par lui et il verrait aussi coin en clair. Donc c'est assez embêtant. Donc on va faire la même démo. Alors cette fois-ci, on le fait en HTTPS. On a le petit cadenas vert, on n'a pas la barre verte avec marqué Benjamin Sandbach parce que j'ai pas demandé un certificat EV sur ce domaine, donc on voit là vraiment le design de base. On voit que je me connecte, il me renvoie autre chose, je lui renvoie autre chose, il me renvoie des trucs, je lui renvoie des trucs. On voit pas grand chose. On voit même rien du tout. J'aurais espéré qu'on voit le certificat, mais en fait même pas. Il a dû le négocier plus haut. Non, même pas. Si, le voilà, brassens.héberge.info. Vous voyez, à part le nom du domaine, qu'est-ce qu'on voit passer ? Rien. On voit rien passer du tout. Parce qu'en fait, les données ont été chiffrées. Donc, HTTPS, ça sert juste à ça. C'est si quelqu'un écoute entre deux, il ne comprend pas ce qui se passe. Il voit rien et il ne peut pas deviner. C'est pas plus compliqué que ça. Alors en pratique, il se passe quand même beaucoup de choses. Au début, il y a des échanges dans tous les sens. Et donc on va voir, en vrai, SSL, il est où l'ODP F9. Donc voilà, on voit l'échange TLS et les données chiffrées, mais voilà. L'identité est assurée par un certificat SSL. Vous avez vu tout à l'heure, j'avais brassens.héberge.info décrit. Ce bloc de données-là, qui est très binaire, il y a juste le nom de domaine au milieu, on verra après, dans 3 minutes,
ce que c'est le certificat du serveur, comment il est structuré et comment il fonctionne. SSL, TLS, ça fonctionne toujours de cette façon-là. Quand un serveur et un client veulent parler, c'est d'abord le client qui dit « Bonjour, on parle SSL, TLS ensemble ». Je supporte, moi le client, je sais faire SSL v3, TLS v1.2, je sais faire tel algo de chiffrement, tel algo de chiffrement, tel algo de chiffrement, de signature, on verra tous les algos plus tard. Le serveur lui répond « Salut, moi aussi je suis un serveur, je vais préférer qu'on parle RSA 256, RSA 2048, AES 256, SHA-1, et c'est tout. On s'arrêtera là. Le serveur envoie ensuite son certificat et éventuellement qui l'a signé, voire qui a signé celui qui l'a signé, ce qu'on appelle la chaîne de certificats, au serveur, au client, et le client à partir de là a authentifié le serveur, il vérifie le certificat, il fait son petit boulot de alors moi j'ai des certificats racines dans mon navigateur qui est fourni avec chaîne, Brassens, ah c'est bon. La signature est bonne, il vérifie la signature, c'est important, sinon autant avoir quelqu'un au milieu qui se fait passer pour. Derrière, le client génère un nombre aléatoire qui va être ce qu'on appelle la clé de session ou la pré-master key. Bon, ça dépend des versions de SSL. En gros, il crée une clé parce qu'en fait, pour ceux qui connaissent, en chiffrement, en crypto, on a deux façons de faire de la crypto, le symétrique et l'asymétrique. Le symétrique, c'est quand deux personnes se partagent une clé, d'une façon ou d'une autre, mettons que c'est coin, on est tous les deux au courant. Moi, je chiffre mon message avec la clé coin, je vous l'envoie, et vous déchiffrez le message avec la clé coin. Et vous l'avez déchiffré. Le problème, c'est qu'il faut se passer la clé. Et il faut la passer, ce qu'on appelle out of band, c'est-à-dire d'une autre façon que d'autres qui écoutent ne puissent pas savoir. Le chiffrement asymétrique, c'est quand on a une clé publique et une clé privée. Apparemment, vous connaissez tous le principe. La clé publique, ça permet de fermer le coffre à clé, que seule la personne qui dispose de la clé privée peut ouvrir. C'est l'équivalent d'avoir une enveloppe rouge que seule la clé rouge peut ouvrir. Et si je veux répondre à la personne, elle a une clé verte, moi j'ai son enveloppe verte, que tout le monde a l'enveloppe verte, je mets le message dans l'enveloppe verte et il n'y a que la clé verte qui peut l'ouvrir. Et donc, on a chacun une paire de clés. La publique, comme son nom l'indique, on peut la diffuser, tout le monde là, il n'y a pas de problème. La privée, chacun la garde jalousement chez lui. Et grâce à ça, on peut échanger. Il faut savoir que la crypto asymétrique, c'est très coûteux. En temps de calcul, on fait appel à des nombres premiers de 30 000 chiffres. C'est de la grosse maths. Donc si on doit faire des kilos et des kilos de transfert, c'est très coûteux. Donc en TLS, dès le début, on a dit on va faire de la crypto asymétrique parce que c'est la seule qui permet cet échange de clés, enfin cet échange sans avoir besoin d'échanger un mot de passe au préalable. Mais ce qu'on va échanger dans la session asymétrique, c'est pas toutes les données, c'est juste une clé qu'on va donc grâce à ça échanger chiffré. Et cette clé va permettre ensuite de faire de la crypto symétrique, peu coûteuse, en ayant cette clé partagée entre les deux, le client et le serveur. Et donc, le client envoie une clé, une clé de session au serveur, en le chiffrant avec la clé publique du serveur. Grâce à ça, le serveur déchiffre avec sa clé privée, et à partir de là, les deux ont chacun une clé en commun que personne n'a pu écouter entre deux. En vrai, c'est un peu plus compliqué que ça. Ils ont une pré-master key, et on verra tout à l'heure avec Diffie-Hellman, ils calculent à partir de là, tous les deux, la vraie clé, parce que c'est une partie de la clé qui se passe seulement. Donc cette clé de session, il la calcule chacun dans leur coin, et après, le client envoie un message, je suis prêt, le serveur répond, je suis prêt aussi, et là, on est ce qu'on appelle dans le tunnel SSL-TLS. C'est-à-dire qu'il y a cet échange de données sur le tuyau, comme dans un tunnel, je te parle, tu me parles, je te parle, tu me parles, certificat, réponse, on est prêt, on est prêt. À partir du moment où tout le monde est prêt, la continuité de la connexion se fait dans le tunnel. C'est-à-dire qu'on a la couche logicielle SSL, TLS, qui est chargée de chiffrer et déchiffrer avec la clé de session convenue, mais les logiciels à chaque bout, au lieu de parler au socket TCP en direct, ils parlent à la librairie SSL de chaque bout, qui va chiffrer et déchiffrer à la volée, mais pour eux, finalement, ça revient au même et ils parlent le même protocole. Si je parle HTTP en HTTPS, à part la couche de crypto, je vais faire GET, je vais envoyer mes entêtes, je vais envoyer une ligne vide, le serveur va me répondre avec OK, les entêtes, une ligne vide et le contenu. Le protocole lui-même ne change pas. C'est l'avantage des SSL-TLS. On n'a pas besoin de réinventer des protocoles spécifiques. On met juste une couche de sécurité autour et d'authentification du serveur, voire du client. Grâce à ce petit truc en plus qu'on fait au début. Alors, je vous disais, quand on est en HTTPS, on a ici le petit cadenas et on peut voir beaucoup de choses. Alors ça, c'est toutes les permissions du navigateur. Là, c'est vraiment la partie SSL qui nous intéresse. Désolé, c'est en anglais. Désolé.
ce serveur est identifié par une autorité de certification dite Startcom classe 2, c'est son nom. On utilise un chiffrement de 256 bits sur TLS 1.0. Donc vous voyez, on ne fait pas du SSL v3, on ne fait pas du TLS 1.2, on fait du TLS 1.0 avec 256 CBC, blabla. Ça, on verra plus tard. C'est des algorithmes de chiffrement. Tout à l'heure, on voyait qu'il y avait le brassens.berge.info qui passait. Ce qu'on a vu, en fait, c'est ça. Ça, c'est la version texte pour un humain des données binaires qu'on a vu circuler dans l'échange SSL tout à l'heure. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le certificat. On va aller voir le détail tout de suite. Vous voyez le certificat étoile.berge.info. En l'occurrence, c'est ce qu'on appelle un wildcard, on verra à la fin. Ça dit juste, ce serveur a le droit de parler au nom de n'importe quoi, .berge.info. En l'occurrence, Brassens, ça marche bien. Et puis il a tout un tas d'attributs, par exemple un numéro de série, CRAE, une validité. Il n'est pas valable avant le 29 avril 2012 et il sera plus valable après le 1er mai 2014. Alors ça c'est important, parce que si vous n'êtes pas dans ces deux dates-là, le navigateur il va dire c'est plus valable, il aurait dû le renouveler, un peu comme on renouvelle un nom de domaine. Parce que la confiance ça a une durée limitée, notamment la confiance sur la propriété du nom de domaine, puisque cette propriété peut changer. Le sujet, ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est le fameux étoile.berge.info. On voit qu'on peut même avoir le nom de la société qu'il possède ici. En l'occurrence, c'est ma boîte. Sur les EV, c'est la même chose, sauf qu'il y a un petit OID ici qui dit EV. Et s'il dit EV, c'est ça qu'on affichera dans la barre verte. Ce qu'on appelle l'organisation propriétaire. Et après, il y a donc la clé publique, le modulo de la clé publique. Alors pourquoi il y a besoin de tout ça? Parce qu'en fait, le serveur lui-même, il a une paire de clés pour cet échange cryptographique. Une paire de clés, en l'occurrence RSA ici, 2048 bits. Et le certificat, c'est l'autorité de certification qui signe l'empreinte de la clé publique, voire qui signe la clé publique en pratique. En pratique, il signe l'empreinte de la publique, c'est-à-dire qu'il va prendre ça et il va le signer avec sa clé privée de certificat, d'autorité de certification. Et c'est comme ça qu'il dit, voilà, je signe que cette clé publique appartient bien à étoile.berge.info. Et donc c'est grâce à ça qu'on peut identifier le serveur. Parce qu'en effet, quand vous parlez à quelqu'un sur Internet, vous ne savez pas à qui vous parlez. Là, au moins, vous avez quelqu'un au-dessus d'héberge.info qui a dit « Je certifie que ce certificat-là appartient à étoile.héberge.info ». Et en fait, cette autorité qui me certifie, c'est lui. C'est lui-même un certificat. Et une clé publique, en l'occurrence. Parce qu'un certificat est souvent accompagné de sa clé publique. Il a aussi un numéro de série, il a aussi une date de validité, alors pas avant 2007, pas avant 2010, pas après 2017. Et on voit en fait, c'est Startcom 2, c'est une société qui est en Israël en l'occurrence, d'où le pays, ici, country. Et on voit que lui-même, il est signé à nouveau par une autre autorité. Et alors là, on voit les trois niveaux classiques. Tout en haut, c'est ce qu'on appelle l'autorité racine, le certificat racine ou l'autorité de certification, la CA. En dessous, on a ce qu'on appelle l'autorité d'enregistrement. Alors pourquoi ? On va voir un petit peu comment ça fonctionne une CA. Je veux signer les sites web des gens du monde entier. Je vais donc avoir une paire de clés qui va régulièrement signer à l'aide de la clé privée de cette paire de clés des clés publiques d'autres individus. Si je me fais pirater ma machine et que ma paire de clés qui est dans un navigateur du monde entier est compromise, vous imaginez le taouin que ça met. Il faut aller dans tous les navigateurs du monde remplacer le certificat. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. C'est un peu comme les services secrets, ils n'ont pas le droit de se faire capter. Ça arrive. Les autorités de certification, ça leur arrive aussi. Et donc, mais bon, elles n'ont quand même pas le droit. Donc comme elles n'ont pas le droit, la clé privée, ils la mettent au coffre-fort et ils la sortent jamais. Vous allez me dire, oui, mais comment ils font pour signer les sites web s'ils sortent jamais la clé du coffre? En fait, ils la sortent au début. Ils prennent une autre paire de clés et ils signent la première avec la deuxième. Enfin, la deuxième avec la première. Et en fait, comme ça, l'autorité de certification, elle retourne au coffre et elle n'en sort plus. La clé publique est partout dans le monde dans les navigateurs, mais la clé privée, elle reste au coffre. Et elle est sûre de ne pas se faire pirater tant que personne n'ira chercher la clé du coffre. Voire on la découpe en petits bouts dans 4 coffres différents, avec 4 personnes qui ont chacun la clé. Il faut réunir les 4 pour être tranquille. Il y a plein d'algorithmes possibles de ce type-là pour être sûr que ça ne sortira jamais. Comme ça, on signe une autorité intermédiaire dite d'enregistrement et c'est elle qu'on met dans un serveur ultra sécurisé avec de la RAM autodestructible, avec un système de air gap qui fait que la machine n'est pas reliée au réseau, mais qu'elles vont communiquer par un bus SATA ou SAS à elle qui s'allume 5 minutes pour l'un, 5 minutes pour l'autre, enfin des trucs vraiment exotiques qui intéresseraient à mon avis pas mal d'entre vous à voir en vrai.
Et comme ça, l'autorité d'enregistrement, elle est ultra sécurisée, mais c'est pas très grave si elle se fait avoir, parce qu'en fait, on peut toujours la répudier, en refaire une nouvelle, et garder, tout en gardant donc la même autorité de certification. Mais on n'a plus la même autorité d'enregistrement. Et en fait, ce qu'on a dans nos navigateurs, parce qu'il faut savoir que vos navigateurs ont tout un tas d'autorités de certification, c'est donc uniquement les clés publiques de ces autorités. Donc si je vais voir dans mon navigateur, dans les trucs un peu évolués, on a Certificates. Et là, on voit, toutes les autorités que reconnaît Chrome. Et ça, c'est les fameux. Alors, il y en a des untrusted, mais il y en a des trusted. Et on pourrait retrouver tout à l'heure, celle qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire, on voit Tote, on voit Startcom, Certificate Authority. Et là, on a le certificat de Startcom, qui, on le voit, est built-in, il est intégré au navigateur. C'est un certificat intégré au navigateur et on a la clé publique qui va avec et il est valable jusqu'à 2036. Voilà, et on a la clé publique, elle fait 4 kilos et elle est là. Donc ça, c'est ce que vous fournit Chrome. Donc c'est celle-là dont la clé privée est au coffre. Et c'est comme ça, on n'a pas besoin de la remplacer tous les jours, sauf si DigiNotar, qu'on a vu par exemple, se fait pirater. L'autorité d'enregistrement, le problème c'est qu'elle n'est pas dans les navigateurs. Donc si moi je monte mon certificat Brassens, alors on va le retourner, il est où? Si je monte mon certificat Brassens, il me l'a fermé ou quoi? Alors, le voilà. Si je ne montre dans ma connexion TLS que le certificat Brassens, je vais dire il est signé par Startcom classe 2. Mon navigateur, il va dire connaît pas Startcom classe 2. Bah, ce que je fais, c'est qu'en fait, mon serveur web, il va dire il est signé par Startcom classe 2, dont je te passe aussi la clé publique et le certificat. Ce qu'on appelle un certificat chaîné. Il y a le mien et il y a celui de l'autorité qui me l'a signé, la RA. Et grâce à ça, mon navigateur, il voit, alors attends, bouge pas. Brassens.info, il est signé par Startcom classe 2. Ah, tu me l'as mis avec. Startcom classe 2, il est signé par Startcom Built-in Certification Authority. Ah, bah celui-là, je l'ai. Et donc, il redescend la chaîne. Ok, Startcom a bien, que j'ai moi la clé publique, a bien signé ça, la signature est valide. Elle n'est pas expirée, etc. L'autorité d'enregistrement elle-même a signé Brassens. Ok, je te reconnais. Donc c'est un peu compliqué le process, mais ça a des avantages en termes de sécurité qui sont quand même assez élevés. Voilà. Donc là, on a un peu expliqué le principe des autorités de certification en chaîne. Je vais revenir à mon plan. Donc on disait, le certificat, ça précise le nom du site qui est concerné. Il indique des dates de validité, comme on voyait. Le signataire, qui est le fameux émis-par. Et on a en dessous l'empreinte. Ça permet éventuellement à des humains vraiment paranoïaques de vérifier avec le propriétaire du site web, c'est bien EC2410, etc. Ça, c'est si vous n'avez pas confiance dans le système d'autorité de certification. On ne sait jamais. Vous verrez tout à l'heure qu'il y a de quoi. Et donc dans les détails, on voit aussi un truc, c'est l'usage autorisé. Alors on ne le voit pas là, mais on peut dire serveur SSL, non on ne le voit pas ici. Dans le certificat lui-même, on peut dire, il y a tout un tas de clés-valeurs, enfin d'attributs comme vous avez vu, les dates et tout, et il y a aussi à quoi il a le droit de servir ce certificat. Donc l'autorité a dit, je veux bien que ce certificat serve pour faire un serveur web, un serveur mail, mais un serveur SSL, rien d'autre. Quels sont les autres usages? Classiquement, vous avez déjà installé des logiciels qui vous ont dit la signature de ce logiciel n'est pas valable ou je ne reconnais pas l'éditeur du logiciel. Puis il y a des fois, vous installez des logiciels et vous ne demandez rien. Je parle des plateformes Windows, Mac. Sous Linux, il y a autre chose, c'est PGP qui assure ça, de façon distribuée. Quand il vous dit qu'il y a une signature d'un éditeur, c'est en fait une signature basée sur des systèmes de certificats SSL aussi. Et typiquement, les systèmes Microsoft disent, voilà, on a un certain nombre d'autorités qui ont le droit de signer des signatures de logiciels. Donc ça sert aussi à ça. Il y a un troisième usage qui est classique aussi, c'est ce qu'on appelle le timestamping. C'est quand vous avez une autorité qui signe non pas des serveurs, mais qui signe un volume de données à un temps dans le temps donné, qui va vous fournir un certificat disant, moi autorité, le 20 septembre 2013 à 19h46 GMT plus 202, j'ai vu passer telle donnée dont la signature numérique SHA-256 et plouc. Ça permet de faire typiquement des actes notariés. On dit, voilà, tel jour à telle heure, telle chose existait. Donc c'est aussi un usage assez fondamental des certificats. Voilà, donc les autorités. Alors les autorités elles-mêmes, c'est des grosses boîtes. Il y a Tote, il y a VeriSign qui sont des très très gros trucs. Il y en a des plus petites, Starcom par exemple, ou c'est Acert qui est carrément même associatif dans ce cas-là. Ces autorités, c'est un peu comme des assureurs finalement. Et donc en tant qu'assureur, elles sont obligées d'avoir un document
comme tous les assureurs, qui est ce qu'on appelle dans le cadre des autorités de certification la CPS, la Certificate Practice Statement, c'est-à-dire la déclaration de pratique de certification. En gros, il dit, moi, je vais faire ça comme ça. C'est-à-dire, je vais exiger telle paperasse pour tel type de certificat, je vais exiger telle validation, et je vais fournir un certificat qui va être valide tant de temps, etc. Et ces documents sont obligés d'être publiés publiquement, même mis en lien dans le certificat. Si vous regardez tous les attributs du certificat, vous verrez qu'il y a la CPS en PDF en général. Donc ça, c'est ce que fait la CA. Ensuite, elle dispose d'une clé privée, la fameuse dont je vous parlais tout à l'heure. Elle signe ces fameuses RA, qui signent à leur tour vos requêtes de certificat. Et avec les fameux rôles dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Les fameux niveaux, il y a le EV dont on parlait. La classe 1, c'est juste quand il valide que vous êtes propriétaire du nom de domaine. Et le classe 2, c'est il valide que vous êtes propriétaire du nom de domaine et il valide que la personne dans le WHOIS qui est marquée comme propriétaire du domaine existe bien, a répondu au téléphone, a bien une signature, si c'est une société qu'elle a un SIRET qui est valable au greffe du tribunal de commerce, etc. Mais ils ne font pas le EV avec la barre verte. Alors, le certificat qu'on a vu tout à l'heure, c'est des données qui sont échangées. C'est en fait comme un format de fichier. Vous avez tous entendu parler d'HTML, c'est le format des pages web. Eh bien, dans le monde des certificats et de SSL-TLS, on utilise la norme X509 décrit le format des certificats. C'est donc tout un ensemble de clés-valeurs qui disent, voilà, le certificat d'un tel avec telle date. À l'origine, cette norme X509 était très peu utilisée. C'est Netscape qui l'a vraiment popularisée avec SSL. Ça a été créé par l'ITU, qui est l'organisme mondial de l'ONU qui gère tout ce qui est relation entre les opérateurs télécoms. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a tous les mêmes normes pour le GSM. C'est ce qui fait que qu'il y a tout un tas de normes télécoms qui sont mondiales et uniques. X500, X501, 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à X515, je crois. X509, en l'occurrence, c'est la norme qui décrit la certification numérique. Donc c'est une des normes de l'ITU. Les X500 c'est très peu utilisé. Par exemple, les Active Directory dans le monde Windows, c'est une sous-ensemble de la norme X500 qui est mis en œuvre par Microsoft. X509, ce sont les certificats. Le format de stockage lui-même, c'est les normes PKCS qui ont été créées par RSA. RSA, c'est à l'origine le nom de l'algorithme de chiffrement, mais c'est aussi une société qui maintient l'algorithme de chiffrement, qui l'a même un peu défendu en termes de brevet à une époque, mais qui a arrêté depuis. Qui fait qu'on a eu des alternatives à RSA à une époque. Si vous avez déjà entendu parler de DSA, c'est une alternative libre à RSA qui a été développée par la NSA pour avoir un RSA libre. Donc les normes PKCS, à l'origine développées par RSA, dont certaines ont donné lieu à des RFC, c'est les normes en fait de stockage d'un certificat, d'une clé privée, etc. Ou d'un ensemble, ou les normes d'échange entre un ordinateur et un dongle USB contenant des clés privées. Parce qu'il y a aussi des périphériques matériels qui permettent de faire de la cryptographie X509. Voilà, donc ça c'est les PKCS. Quand je vous donne toutes ces références-là, c'est parce que ça vous permet de vous avoir les mots-clés. Si un jour vous avez envie d'approfondir, vous prenez Wikipédia, il y a des très bonnes pages. Et s'il y en a qui ont le courage, parce que moi je vous donne toute ma connaissance, s'il y en a qui ont le courage dans l'assistance, vous prenez la page en anglais de Wikipédia qui parle d'X509, de PKCS, etc. Vous allez voir la page en français et vous allez vous rendre compte qu'il y a besoin d'un coup de main. Voilà. Contribuer, en gros. Et donc, toutes ces librairies, générer des certificats, générer des requêtes de certificats, des clés privées, faire des échanges cryptographiques, vérifier un certificat, signer un certificat en tant qu'autorité de certification, c'est de la grosse artillerie logicielle. Les deux librairies les plus utilisées au monde aujourd'hui pour faire ça, c'est NSS, Network Security Service, qui a été développé par Netscape en 1995, qui est toujours celle utilisée par Mozilla Firefox, Thunderbird, qui est aussi celle utilisée par Chrome. Et vous avez l'autre qui est très connue, qui est OpenSSL, dont la libSSL est aussi la librairie cryptographique du monde du libre et aussi du monde du pas libre, parce qu'il y a beaucoup de logiciels de propriétaires qui l'utilisent. Donc c'est les deux implémentations essentielles de X509, RSA et compagnie. Alors, ces fameux objets dont on parle depuis tout à l'heure, les certificats et compagnie, visuellement, quand on demande à un ordinateur de le montrer, c'est en général encodé en base 64, ou sinon c'est des données binaires, comme on a vu tout à l'heure dans le TCP/IP, donc ça ressemble à ces petites choses-là. Les 4 objets qu'on rencontre classiquement, c'est la clé RSA, public, privé ou les deux. Là, en l'occurrence, j'ai une encrypted private key, donc j'ai la clé privée. Je peux en déduire la clé publique par construction mathématique, il suffit de faire le produit des deux nombres qui sont cachés dedans. En dessous, quand je suis moi, Brassens, je veux faire signer mon certificat, enfin ma clé publique par une autorité de certification,
Je vais pas envoyer ma clé publique et puis ma clé privée à l'autorité. Déjà parce que ma clé privée, elle doit être privée. Si un jour une autorité vous demande de générer une clé privée chez elle, ou vous dit tiens, voilà ta clé privée, vous fuyez. C'est le cas de la plupart des autorités de certification. Elles permettent de dire je veux que tu génères la clé privée chez toi, puis tu me l'envoies quand tout est fini. Ne faites jamais ça. Ça veut dire que votre clé privée, elle est chez eux aussi. Et donc elle est aussi dans les services, etc. Enfin bon, c'est classique. Donc quand je veux faire générer mon certificat, je prends ma clé privée et je fais un petit bout de fichier qui dit voilà une clé publique. Dont je voudrais que tu certifies, avec tel et tel attribut, genre étoile.brassens.fr, étoile.fr.info. Ça, c'est ce qu'on appelle une certificate request, une requête de certificat. C'est ce qu'on va envoyer à la CA. Là, voilà, la certificate request. On voit qu'il y a Brassens. Non, on le voit pas, c'est binaire. Il y a Brassens dedans, et je l'envoie à la CA qui va me retourner un certificat que voici. C'est-à-dire, bonjour, autorité machin, d'enregistrement, je signe cette clé publique pour telle validité, pour tel usage, pour tel nom de domaine. Si plus tard je me fais punzer mon serveur, je me fais voler ma clé privée, il faut bien que je fasse quelque chose, parce que sinon pendant ce temps-là, je peux toujours servir des pages HTTPS alors que c'est pas moi qui les sers. Je peux demander à l'autorité de certification de faire ce qu'on appelle une révocation de certificat. Allô, Startcom, ouais, j'ai perdu ma clé privée. Ok, vous nous faites un chèque, parce que c'est un service où il y a un humain qui arrive derrière, et on publie, nous, la révocation de votre clé. Et en fait, il publie ce qu'on appelle une CRL, une Certificate Revocation List, une liste de certificats de révocation, qui dit ces certificats-là ne sont plus valides dès maintenant. Et ça, c'est accessible de deux façons, soit une URL où la CRL de tous les certificats révoqués par l'autorité est publiée, soit via un protocole spécial qu'on appelle OCSP, qui est qu'on va pas détailler ici. Et on va faire un exemple. Ça vous dit? Alors, la ligne de commande OpenSSL est très bien. On lui dit je fais OpenSSL, j'ai besoin d'aide. Et on voit qu'en fait OpenSSL il a plein de sous-commandes que voici. Donc on a une qui est notamment REQ qui gère les certificats, les requests of les certificate requests. Vous reconnaissez un peu les autres, il y a générer une RSA, il y a PKCS 12, c'est pour gérer des blocs avec clé privée qui est publique, enfin il y en a plein, il y a SCLI, on verra d'autres. Alors j'ai un fichier de configuration pour OpenSSL qu'on voit ici, qui ressemble à ça. Ça dit la taille de clé qu'on veut générer. Aujourd'hui, c'est RSA minimum 2048 bits. Ça sert à rien de faire beaucoup plus, mais en dessous, c'est vraiment déconseillé. Même la NSA déconseille à partir de 2016 d'abandonner totalement 1024. Donc dans le doute, 2048 minimum. Et notamment les attributs qu'il va me demander pour mettre dans la CSR, genre étoile.brassens, étoile.verge.info, et je m'appelle Benjamin et ma société, ces trucs. Donc là j'ai un petit fichier minimal qui en gros te demande un nom de domaine, une adresse email. Comme ça permet de signer un certificat de serveur web ou une adresse email pour faire du mail chiffré. Donc je prends mon petit fichier de conf. Donc voilà, je demande une nouvelle requête de certificat avec le fichier de config qui va bien. Donc il me génère une paire de clés privées de 2048 bits. Il me demande un mot de passe pour protéger la clé privée. Coin, comme tout le monde. Et donc le nom de domaine. On le fait en vrai ou on le fait auto-signé? On le fait, vu l'heure, on va le faire auto-signer. Donc je vais dire étoile.héberge.info. Et je n'ai pas d'adresse email. Et là, on voit la fameuse certificate request. Donc en pratique, il m'a généré une clé privée RSA et une requête de certificat. Et donc c'est ça qu'on va nous coller dans le formulaire, chez Gandhi, chez StartSSL, chez CACert, chez VeriSign. Le formulaire, après avoir payé le certificat, il me dit maintenant collez votre CSR, ou avant des fois. On colle la CSR, c'est ça qu'il faut coller dans le formulaire web. Ça leur envoie la clé publique, ils signent ça après avoir validé la propriété du nom de domaine, voire plus de choses, et ils vous retournent en échange un certificat. Alors, si on n'a pas envie de passer par des autorités de certification, on peut aussi signer sa clé publique et son certificat avec sa propre clé. C'est ce qu'on appelle un certificat auto-signé. Et donc, il ne va pas être valide dans les navigateurs, mais il va y avoir une clé privée chez nous, une clé publique distribuée sur le net, et le certificat qui signe la même clé avec elle-même, mais en ajoutant, comme c'est un certificat, ça lui permet d'ajouter des dates de validité et surtout un nom de domaine pour lequel ça va être valide. Donc une fois qu'après le navigateur a le bon nom, a accepté le certificat, il l'acceptera une fois pour toutes pour ce nom-là. Alors on va stocker le certificat, la certificate request, je vais vous la montrer son contenu. Voilà, donc là on voit la certificate request et on voit son contenu en texte pour un numéro dessus. On a le modulo de la clé publique et
ce que j'ai demandé moi en fait comme attribut à mettre dedans. Donc ça c'est ce que vous enverrez chez votre CA pour qu'elle le signe. Et derrière, on peut, là en l'occurrence on va faire nous-mêmes la signature. Et donc la ligne de commande pour signer la requête de certificat, ça va ressembler à ça. Alors, rapidement, c'est assez facile à comprendre pour les geeks. X509, donc on va faire du X509. On prend la request, on signe une request, -rec. On la signe pour 365 jours. En entrée, on a notre test.csr. Notre fichier CSR, c'est ce que prend votre autorité. La clé à signer, la clé qui va signer, pardon, c'est la clé qu'il a générée lui. Et on le met dans test.crt, il va nous générer un certificat test.crt. Alors là, la clé privée, il nous l'a chiffré tout à l'heure avec un mot de passe, donc je remets le mot de passe. Et donc là maintenant, on a, on va l'ouvrir avec OpenSSL parce qu'il va nous montrer les attributs. Le moins texte, c'est parce que je lui dis je suis un humain, je veux la version pour un humain. Donc le certificat le voilà. Et sa version texte, c'est la signature, le modulus et les attributs qu'on a choisi de mettre. Voilà. Qui est l'issuer? Là, si j'avais signé ça par Gandhi, il m'aurait dit Gandhi. Les dates de validité, le nom de domaine et la clé publique de 2048 bits qui est elle-même signée. Et la signature de tout ça en dessous. Et donc un certificat, c'est pas plus que ça. C'est ce que nous affiche votre navigateur quand on regardait tout à l'heure. Voilà, donc là on y est. On voit à peu près comment ça fonctionne. En gros. Alors on pourrait déprotéger la clé RSA aussi, parce que sur un serveur, s'il démarre tout seul sans que vous êtes là, sans que vous soyez là, il a besoin de la clé privée pour fonctionner, votre serveur web. Donc en général, sur le serveur, on met la clé privée déprotégée de son mot de passe. Sinon, il faut aller sur votre serveur et lui dire coin. Le mot de passe. En l'occurrence. Donc voilà, on voyait l'exemple pour déprotéger la clé. Et à la fin, donc on a plein de fichiers. Un point key, la clé RSA. Un point CSR qu'on n'est pas obligé de garder, c'est la requête de certificat. Le point CRT qui est le certificat lui-même signé par l'autorité. Et votre autorité de certification, elle va vous donner son certificat à elle qui est signé par l'autorité racine. C'est ce qu'on appelle le point chain. En général, je recommande d'avoir dans le coin, sous la main, un point CRT plus chain, c'est-à-dire le certificat suivi du certificat chainé, parce qu'il y a des logiciels qui veulent les deux en un, et voir un point all, moi j'appelle ça comme ça, où on met le CRT, le chain et le point key. Parce qu'il y a des logiciels à qui on donne tout dans le même fichier. Ça on le verra dans les exemples de conf. Alors, en vrai, comme je vous disais tout à l'heure sur Internet, quand on fait du TCP, quand on parle à un serveur, avec une bonne fiabilité, en fait, on lui parle son protocole. Et en fait, quand on fait du SSL-TLS, on parle le protocole en étant dans un tunnel de données chiffrées. Donc là, je vais vous montrer un exemple. Quand je dis qu'on parle son protocole, ça veut dire que si on prend un logiciel tout léger, par exemple Telnet, il y en a un autre qui s'appelle Netcat qui fait pareil, qui permet de parler au clavier le protocole et de recevoir les réponses sur l'écran. C'est très pratique, ça permet vraiment de le faire du HTTP en vrai. Je vais vous faire une vraie requête HTTP, vous allez voir. Exactement celle-là, celle de Brassens de tout à l'heure. Et en dessous, avec OpenSSL, on a une commande très pratique d'OpenSSL qui s'appelle s_client, qui dit « Salut OpenSSL, connecte-toi sur telle machine, tel port, fais toi-même la négociation SSL, montre-moi le certificat et que ça se passe bien. Et une fois que c'est fini, tu me laisses causer comme un telnet, envoyer des commandes dans le tunnel qui vont arriver de l'autre côté, qui vont être détunnelifiées et envoyées au protocole en face, au serveur web ou autre. Et donc OpenSSL se charge d'être le client. Il a aussi s_server qui permet de faire pareil, un serveur SSL basique. Donc je vais vous montrer l'exemple, il est tout bête mais il permet vraiment de voir comment ça marche en vrai. Là, je parle en clair. Si j'avais mis le TCP dump à côté, je verrais passer mes paquets. Donc en effet, Telnet ne sécurise rien. Telnet, il parle le protocole, point. Et donc on voit, vous voyez, j'ai envoyé get, host pour dire je veux le nom de domaine brassens.lbh.info parce que sur ce serveur-là, il y a plein de noms de domaine. Je lui ai rien dit d'autre parce que je n'ai pas dit qui je suis comme navigateur, rien, parce que bon, on n'est pas obligé. La norme ne nous l'impose pas. Et en dessous, il me dit, ok, je suis un serveur, 200, il y a une page web à cette adresse-là, là d'autres informations, genre je vais t'envoyer 433 bytes, j'ai un PHP qui tourne, machin. C'est du HTML en UTF-8, et hop, le formulaire de tout à l'heure. Il ferme la connexion, parce que moi je lui ai dit que j'étais un 1.0, donc je savais pas en faire plusieurs l'un dans l'autre. Enfin, les unes derrière les autres. Donc ça, c'est du HTTP. Et la même commande, la même appel de page que tout à l'heure, mais en HTTPS, on le ferait comme ça.
Alors il s'est passé beaucoup de choses. Rapidement, alors il va m'envoyer paître parce qu'il y a un timeout, mais on va quand même le regarder. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors je lui ai dit, salut, OpenSSL, le client, tu te connectes à cet hôte-là sur ce port-là, le port 443, le port HTTPS, donc ce coup-ci ça va être chiffré. Si tu vois un certificat du serveur, vérifie-le à l'aide de la liste des autorités de certification qui sont dans ce fichier. Parce qu'en fait, là j'ai pas un navigateur, je suis en commande, donc j'ai un fichier sur mon système. À peu près tous les systèmes ont ce genre de fichier, sauf si c'est un Windows. Mais dans ce cas-là, vous devriez changer. Qui est ce qu'on appelle la liste des CA. Donc il y a VeriSign, Tote, Start SSL, et là il y a CACERT aussi dedans. Et comme ça, je lui dis, si tu as un certificat, vérifie-le avec ça. Et il me dit, vous voyez, profondeur 2, j'ai l'autorité de certification, elle est vérifiée, tout va bien, il est dans CA Certificate. Profondeur 1, l'autorité d'enregistrement, elle est vérifiée, tout va bien. Et profondeur 0, moi-même, héberge.info, je l'ai vérifié dans la chaîne, tout va bien. Il me remet la chaîne de certification, en dessous, avec ce qu'on appelle les common names. C'est en gros la façon d'écrire en X500 d'une description d'une personne ou d'une entité morale. Et en dessous, il met le certificat du serveur au cas où je voudrais en faire quelque chose, le sujet, tout ça. Il me dit, bon, bah, tout va bien. Le serveur n'a pas demandé à ce que moi je m'authentifie, heureusement. Donc, vous voyez, il a fait la fameuse poignée de main, la handshake, qu'on a vu tout à l'heure dans le diagramme. Bah, là, il l'a faite. Et une fois qu'il l'a fini, il a négocié en TLS v1.0 cette suite d'algorithmes-là, parce qu'en fait, il y a plusieurs algorithmes, comme on a vu tout à l'heure. Il y a quel est l'algorithme de clé publique utilisé, là c'est RSA. Quel est l'algorithme de négociation de la clé intermédiaire, c'est DHE, c'est Diffie-Hellman. AES 256, c'est l'algorithme de chiffrement symétrique et sa taille de clé. Et SHA, c'est l'algorithme qui sert pour valider les signatures numériques des données qu'on échange. C'est pas terrible comme qualité d'ailleurs. Mais bon, on a une clé de 2048 bits. Et il nous dit tout ça, la compression, voilà, il nous redonne bah, vous voyez, la clé temporaire, elle est là. Le ticket de session qui permet de réutiliser la même clé temporaire plus tard, si je m'adresse au même serveur pendant quelques minutes, ça fait gagner du temps. Et il me dit return code 0, ok, ça veut dire que pour lui le certificat est bon. Alors on va le refaire, parce que si je vais parler HTTP dans le tunnel SSL et faire la même connexion. Yo. Ah, alors je me suis gouré de hostname. Ah oui, j'ai oublié /form.php. Donc là, il me met la racine de brassens.mh.info. Donc la page est un peu plus longue. Mais globalement, il m'a mis la page web, quoi. Et donc là, j'ai fait du HTTPS. C'est-à-dire que là, on la voit en clair, mais ce qui est passé sur le tuyau de l'Internet, c'est l'échange de certificats, la clé échangée, et puis après, tout est chiffré. Et donc, moi, je vais parler en clair, mais à travers la librairie OpenSSL qui s'est occupée du chiffrage, du chiffrement. Fatigue. Ah, il est déjà là. Ok. Donc vous voyez, on pourrait faire le même sur le port 25 en SMTP. S'il y en a qui savent parler SMTP ici, je vous invite à jouer. Alors, sauf que SMTP, on avait dit qu'ils avaient utilisé StartTLS plutôt. Et en fait, OpenSSL, il sait gérer ça. Et si vous lui dites connecte-toi au telnet, ça on le fait en clair, on va voir le serveur SMTP, on lui parle en clair. Si on veut lui parler chiffré avec StartSSL, avec StartTLS, on lui dit S-client, host, port le même, c'est un file avec l'autorité de certification, et on lui dit StartTLS, SMTP. Ça va dire OpenSSL, s'il te plaît, avant de faire du chiffrement, tu envoies hello localhost et StartTLS. Enfin, tu vérifies que le serveur sait parler, te dit ok, moi je suis le serveur Brassens, je veux bien parler StartTLS, mais je veux aussi bien parler SMTP tout de suite si tu veux. Et en dessous, OpenSSL qui sait qu'on lui a demandé ça, il va envoyer StartTLS. Le serveur va lui répondre ok, ready to start TLS. Et là, il parle le protocole habituel comme s'il était direct en chiffrement, donc échange de clés, certificats et tout le tintouin. Donc ça, très pratique. On peut faire du start TLS selon le protocole, parce qu'il faut parler le protocole. Si je parle du POP, j'envoie pas les mêmes commandes que si je parle le SMTP. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de lui dire quel protocole il doit émuler au début pour déclencher la session sécurisée. Il supporte pas mal de trucs. Donc OpenSSL, très bon outil, et c'est le premier que je recommande. Si vous voulez jouer avec SSL TLS, les man d'OpenSSL sont très bien. N'allez pas voir le code source, c'est à mourir. Mais les man sont très bien. Donc les man, c'est les pages de manuel d'un logiciel. Elles sont vraiment, voilà. Vous faites man OpenSSL, il vous réfère toutes les pages de manuel des autres commandes. Et si vraiment il y a besoin, voilà, il y a des attributs, c'est très très bon logiciel. Alors, c'est quoi les autres bons outils autour de SSL TLS? Il y en a qui connaissent pas l'EFF ici? Electronic Frontier Foundation, c'est l'équivalent. Vous connaissez la Quadrature du Net peut-être? C'est l'équivalent de la Quadrature du Net aux États-Unis. Ils sont nés bien avant
nous, je suis fondateur d'Acquarateur, donc je peux dire nous. Ils sont nés bien avant nous, mais en gros, c'est une association, le type le 1901 aux États-Unis, qui défend les droits et libertés numériques. Ils ont fait récemment ce qu'ils ont appelé l'SSL Observatory. C'est en gros, ils ont été voir tous les sites web du monde entier, tous les certificats signés par qui, par quelle autorité d'enregistrement, etc., etc. Et ça a donné ça. Alors là, on commence à se dire, il faut savoir que tous les petits ronds, losanges, carrés, rectangles, c'est des autorités intermédiaires, sauf les carrés et les losanges qui sont des autorités racines reconnues soit par Mozilla, Firefox, soit par Internet Explorer. Et là, on voit, alors à part le machin allemand là-haut qui s'appelle AK, je sais plus quoi, voilà, qui est DFN Verein, qui est signé lui-même par Deutsche Telekom, etc., mais qui est que dans IE. Tous les autres, c'est à peu près tous, ils sont dans IE, Firefox, Safari et compagnie. Et donc c'est là où on commence à se rendre compte qu'en fait le monde des autorités de certification, il y a quand même pas mal de monde. Alors aujourd'hui, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui étudiait ça justement. L'analyse de l'écosystème SSL. Alors rassurez-vous, tout ce que je vous montre là, ce sera, on va publier un doc ODT PDF qui va reparler de tout ça. Et les gars, ils ont étudié, ils ont trouvé qu'il y avait plus de 1800 entités, personnes morales, dans le monde, qui avaient le droit de signer des certificats pour n'importe quel nom de domaine, parce qu'il n'y a pas de restriction sur le nombre qu'elles ont le droit de certifier. Et donc aujourd'hui, il y a 1800 entités qui ont le droit de faire ça. C'est-à-dire que si demain, une de ces 1800 décide de signer un certificat pour google.com, elle a le droit. Et ça va marcher, et ça râlera pas dans les navigateurs. Ça, pour moi, c'est l'arrêt de mort du système des autorités de certification. En vrai, il va encore perdurer des années et des années, parce que ça marche tant bien que mal. Et qu'on commence à apprendre à détecter des problèmes autour de ça. Mais voilà. Donc le SSL Observatory de l'EFF, c'est des étudiants qui étudient vraiment de très près ce système des autorités de certification. Ils ont un site web, donc que je vous recommande. Dans l'élan de ça, ils ont fait un greffon pour Firefox et pour Chrome qui s'appelle le HTTPS Everywhere, qui a deux avantages énormes, qui fait deux choses. La principale, c'est qu'il vérifie, en fait, quand vous allez sur un site web en HTTP, si le plugin sait que ce site est accessible en HTTPS sans problème, il va jamais y accéder en HTTP, c'est-à-dire pas une fois vous avez fait une requête en HTTP, il va direct aller en HTTPS à la place. Y compris si vous êtes sur un autre site qui est en HTTP et que vous cliquez sur un lien qui mène vers ce site qui est en HTTPS. Ce qui fait que vraiment vous n'allez jamais y aller en HTTP. Donc quelqu'un qui écoute entre deux, il va pas voir chez qui vous allez. Il va voir chez qui vous allez, mais pas le nom de domaine, pas la page demandée, pas le contenu, pas les formulaires postés, etc. Donc si vous avez, vous, un site web, et que vous savez qu'il est accessible en HTTPS de façon propre et nickel, et que c'est pas un blog qui a 3 visites par jour, parce que c'est un peu lourd sinon, n'hésitez pas. Vous allez sur le site de HTTPS Everywhere et vous dites hey, mon site il est disponible, et voilà les petites lignes à mettre dans votre code, parce qu'ils ont une petite doc qui explique, parce qu'il peut y avoir des exceptions, des cas un peu particuliers, genre si c'est pas le même nom de domaine ou des choses du genre. Et donc vous pouvez dire mon site est accessible en HTTPS, ajoutez-le à la prochaine version du greffon. Et alors je vous avoue que je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais je sais qu'il y a des versions de HTTPS Everywhere qui permettent aussi de vérifier, mais sinon il y a d'autres greffons genre CertPatrol qui font ça aussi. Quitte à ce que ce soit pourri le monde des CA, il y a des gens qui ont eu l'idée de faire un système, CertPatrol le fait, je ne suis pas sûr qu'HTTPS Everywhere le fasse, qui vérifie en réseau, en peer-to-peer, les certificats où vous allez. Donc vous allez sur un site web, et votre plugin va vérifier auprès de quelqu'un d'autre que le certificat est bien le même que le certificat que vous avez obtenu est bien le même que ceux que les autres ont obtenus. Genre si vous êtes tunisien sous Ben Ali et que vous allez voir facebook.com, il va vous dire que c'est pas le même que les gens qui sont à Paris. Et que c'est un qui est signé par une autorité de certification tunisienne que Microsoft a bien voulu mettre dans le navigateur. Donc c'est un bon exemple. Très bon outil. Ça c'est pour les outils utilisateurs. SSL Labs c'est vraiment pour les geeks, mais c'est très bien aussi. Ça a été créé par... c'est un blog en fait à l'origine, qui a été créé par Qualys, une des grosses sociétés de sécurité informatique. Donc ils ont un blog, ils ont un document PDF qu'ils ont remis à jour il y a genre 5 jours, alors qu'il n'est pas souvent mis à jour, qui s'appelle le Deployment Best Practice. Ça c'est si vous êtes administrateur de serveurs, mail, web, HTTP, IMAP, XMPP et autres. Il y a de très bonnes pratiques et c'est mis à jour régulièrement. Donc il vous explique comment on protège chaque clé privée, quel type de d'algorithme de chiffrement faut mettre, etc. Comment gérer voilà, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire parce que c'est pourri. Et si vous voulez vérifier derrière, vous pouvez dire voilà,
gratuitement sur leur site, vous mettez votre nom de domaine. Et il va voir en HTTPS sur ce serveur. Donc moi j'avais fait un ssl.octopus.fr exprès pour la conf, pour avoir toutes les confs de tous les logiciels. J'ai essayé l'HTTPS dessus. Il m'a donné un A. Ça veut dire qu'il est bien. 100% de qualité sur la négociation du certificat, sur la négociation du protocole, 95, et 90 sur l'échange de clés et la force du chiffrement. En pratique, il est, à ma connaissance, impossible d'avoir 100% partout aujourd'hui là-dessus. Faut le savoir. Ça, c'est le mieux qu'on a pu obtenir pour la préparation de cette conf où Scan et moi avons passé beaucoup de temps. Donc SSL Lab et notamment le système de check des navigateurs qui est des serveurs web qui est très bien. Ah oui, alors il y a plein de trucs, on en reparlera tout à l'heure, il y a notamment Forward Security ici qui est bien, qui est la petite variante, et vous voyez, il nous met le certificat avec les algos qu'ils ont négociés, les certificats intermédiaires, le chemin, la configuration des protocoles qu'il a pu négocier, que moi je supporte côté serveur et qu'il a bien voulu prendre, donc il a fait du TLS 1.2, les algorithmes de chiffrement possibles et à quelle taille de clé, et une simulation de cet échange, avec l'équivalent de ce que savent faire tous les navigateurs du marché. Donc c'est vraiment très bien. C'est un peu, voilà, c'est un peu le couteau suisse de l'admin 6. Voilà. On voit qu'il aussi c'est fail et que i8 sous XP est aussi fail parce que j'ai exigé des niveaux de crypto assez importants. En pratique, ça va marcher quand même. Ils le disent avec les petites étoiles parce qu'il va renégocier un algo plus faible et que mon serveur va dire bon d'accord. Parce que vraiment, c'est vraiment parce que tu as un i6 sous XP. Parce que sinon, si je mets les plus faibles tout de suite, il y a d'autres navigateurs qui savent faire mieux, qui vont prendre les plus faibles. Donc vous voyez, c'est vraiment prise de tête. Prise de tête. Et on voit notamment qu'il dit qu'il y a Forward Security Yes, et on verra dans quelques minutes ce que c'est. C'est ce qui permet de garantir la confidentialité à long terme. Donc tout ça c'est très important, et donc testez vos serveurs SSL dessus. J'ai testé un serveur IBM WebSphere, il m'a mis un F tout en haut. Donc testez-les. Autre outil très pratique, on l'a vu tout à l'heure, TCP-Dump, ça permet d'écouter ce qui passe dans le tuyau. Il a plein d'options, vous pouvez lui demander plein de choses. Pareil, couteau suisse de l'admin 6, réseau. Alors, pour les gens qui ne sont pas habitués à la console, merci. Wireshark sous Windows, ça existe aussi sous Mac et sous Linux, GNU Linux, pardon. Et donc Wireshark, c'est la version graphique de ça. TCP/Dump, l'avantage c'est qu'on peut le faire tourner sur un serveur sans se prendre la tête. Et il sait générer des fichiers dans un format standard qui est le format PCAP. Vous faites tcp/dump-w truc.pcap. Il va écrire ce qu'il capte dans le point PCAP et vous pouvez le rouvrir après sur votre desktop tranquillement sous Wireshark. Il va vous montrer le contenu des paquets. Et c'est là où vous pouvez lui demander de l'analyse, déchiffrer si vous avez la clé privée, de déchiffrer la session SSL, de faire des trucs assez puissants. Et un dernier, alors celui-là je le garde dans ma poche, mais bon, là je me suis dit que j'allais tout lâcher au niveau des connaissances sur SSL et sur le chiffrement. Desnif, c'est un paquet logiciel classique dont l'URL est là. Ça existe dans Debian et dans les bonnes distribs. Vous aptitude install ou Vue install Desnif. Il contient plusieurs outils. Le premier qu'on pense, c'est Desnif lui-même. C'est un système qui écoute sur le réseau de votre machine tout ce qui passe, et s'il voit des protocoles dont le mot de passe passe en clair, il vous dump le login, le mot de passe, le serveur. Alors on faisait ça. Ouais, ce que fait la DGSE, ce que font tous les services. On faisait ça dans des salons genre Zeliconf, rendez-vous des médias européens. On met un grand écran avec un desnif du routeur. Ça calme tout de suite. Honnêtement, c'est la meilleure façon que les gens comprennent que oui, on met du HTTPS, oui, dans son logiciel de mail, on coche la case SSL, ça ne coûte rien à personne. Desnif, très pratique. Il y a un autre outil qui s'appelle ARP Spoof, qui n'a rien à voir avec SLTLS, mais qui fait quelque chose dont on a besoin si on veut pouvoir faire ce genre de choses pas bien. ARP Spoof, ça envoie un faux paquet sur le réseau pour dire « Hey, le routeur c'est moi, hey, le routeur c'est moi, hey, le routeur c'est moi ». Ce qui fait que je ne suis pas le routeur, mais je vois passer tout le trafic de l'accès Internet d'ici, que je fais ressortir par le vrai routeur que moi je connais. Et à partir de là, on peut faire tourner des sniffs en parallèle, qui va donc non seulement voir ce que ma machine fait, mais ce que toutes les machines d'ici font. Il y a d'autres outils dans des sniffs, il y a WebMITM, et c'est celui-là qui nous intéresse dans SSLTLS, c'est celui qui est capable de faire un man in the middle, ou un monkey in the middle. C'est en gros, ça se met entre vous et le serveur, quand vous êtes le client, et ça détourne la communication, ça montre un autre certificat, parce qu'il ne peut pas avoir la même clé privée que le serveur, sauf si vous l'avez, vous pouvez la mettre. Et donc WebMITM, il se met à la place du serveur, et il répond, et il fait une fausse session HTTPS. Donc vous avez le WebMITM qui répond à la place du serveur, et qui rechiffre pour le serveur le vrai, et qui redéchiffre pour la réponse du serveur, et qui vous renvoie la réponse à vous. Ce qui fait que lui, il voit en clair les données. Mais forcément, le certificat va être incorrect, et ça va râler. Votre navigateur va dire « Oh, ce certificat, il n'est pas bon !»
sauf si vous avez à nouveau la clé privée du serveur, si c'est votre serveur. Il y a aussi un SSH MITM dans des sniffs qui fait la même chose avec SSH. Voilà les très bons outils que je vous recommande vivement. Alors, il y a eu des attaques plein sur SSL-TLS. La première dont j'ai entendu parler, c'était en 2007 ou 5, je sais plus, 7 je crois, au camp, non c'était pas au camp, c'était au 27C3. Rendez-vous annuel des hackers du monde à Berlin et maintenant à Hambourg, du CCC. Et il y avait des gars qui avaient fait une conf qui s'appelait MD5 Considered Harmful One Day. Genre MD5, l'algorithme de signature numérique très connu, est considéré comme dangereux. Ça sera considéré comme dangereux un jour. Et ils expliquaient des attaques mathématiques sur MD5. Et genre l'année d'après, je crois, ils ont pris entre deux dans leur labo de recherche en Hollande des PlayStation 3 qu'ils ont mis en parallèle pour faire du calcul avec les gros processeurs qu'il y avait dedans. Ils ont généré un faux certificat signé par une autorité de certification connue, avec un autre nom de domaine, genre google.com. Il avait des attributs bizarres parce que leur système faisait qu'il fallait mettre ces attributs bizarres pour que la somme soit la bonne et que la MD5 soit le bon. Mais ils ont donc obtenu un bon certificat pour une clé privée que eux avaient, signé google.com. Et donc ils ont fait une conférence où ils ont dit MD5 considered harmful today, aujourd'hui. Et de ce jour-là, le lendemain, toutes les autorités de certification étaient au courant et commençaient à abandonner MD5 comme algorithme de signature des certificats. Ils ont passé progressivement à SHA-1, voire à SHA-256, ou mieux pour les autres. Donc il y a eu déjà des attaques purement mathématiques. Elles n'ont jamais eu des gravités extrêmes parce qu'on n'a pas vu trop de... ceux qui observent un peu les réseaux n'ont pas vu de rogue certificates, c'est-à-dire des certificats frauduleux en trop grand nombre. Sachant que ça ne veut pas dire... c'est pas parce qu'un certificat est signé par une autorité réellement qu'il est frauduleux, c'est quand il est signé par quelqu'un qui en a généré un faux. Il peut être signé par une autorité qui elle-même est frauduleuse. Ça, c'est autre chose. Les fameux MITM, les Man in the Middle, ce qu'on appelle l'attaque de l'homme du milieu dans Wikipédia, il n'y a que qui appellent ça comme ça, c'est quand il y a quelqu'un qui se met au milieu et qui volontairement ou frauduleusement, frauduleusement c'est... quand quelqu'un frauduleusement se met dans votre réseau et fait ça, volontairement, c'est le classique, c'est utilisé dans les grandes boîtes, soit avec des outils du genre Bluecoat ou des outils de ce genre, qui permettent de faire du MITM volontaire, et en fait ils mettent un certificat racine dans les navigateurs de la boîte, et ce certificat racine de la boîte qui fait le MITM, et ben il signe à la volée un certificat pour le nom de domaine sur lequel vous allez, il déchiffre, il rechiffre, et il fait des logs, et comme ça, l'équipement réseau de votre boîte en sortie de réseau, vers l'internet, et ben il a les données en clair de toutes vos sessions HTTPS. Vérifiez dans votre navigateur, dans votre grande boîte, genre BNP ou des trucs un peu énormes, dans la liste des autorités de certification, comparez-la avec celle de votre navigateur chez vous. S'il y en a des en plus, genre BNP Bluecoat Service, c'est que vous avez un MITM probablement volontaire. Il y a eu deux autres attaques classiques dont on a pas mal entendu parler qui sont Crime, dont un post de blog sur les SSL Lab dont je vous ai mis le lien, et Beast. Beast c'était sur la compression, je ne sais plus lequel des deux, c'était sur la compression. Ils attaquaient en falsifiant des paquets en route sur l'échange SSL-TLS qu'on a vu tout à l'heure, à l'endroit où en plus de négocier du chiffrement, on peut négocier de la compression. Ils arrivaient à obtenir des morceaux de bits du cookie, c'est-à-dire de la pré-master key qu'on s'est échangé lors de la session TLS. Et moralité, on se retrouve avec des bouts de la clé en clair pour l'attaquant. Et puis en le faisant plusieurs fois, il pouvait peut-être finir par avoir la clé en entier. Bon, ça reste c'est l'attaque, je ne sais jamais laquelle des deux, je suis désolé. Il y en a une des deux qui est théorique. Donc on est censé s'en protéger parce qu'on est paranoïaque dans le monde de la sécurité informatique et que c'est la moindre des comportements nécessaires. Par contre, il n'y a pas d'attaque connue à ce jour, je crois que c'est pour Beast. Les fameux Rogue Certificates, les gars de MD5 Considered Harmful ont fait un Rogue Certificate. Il y a une autre autorité, par exemple le DigiNotar en Hollande, qui s'est fait attaquer dans ses serveurs et les gars ont signé des certificats, ce qu'on appelle aussi des Rogue Certificates. Voire là, c'est carrément une Rogue Authority, parce qu'elle s'est fait pirater et elle s'en est pas rendu compte sur le coup. Des Rogue Authority, il y en a d'autres. C'est par exemple, moi dans mes autorités de certification, je vois qu'il y en a une qui est une boîte turque, et il y en a une qui est une boîte tunisienne, il y en a une c'est des Chinois. C'est pas que j'ai pas confiance, mais c'est que j'ai pas confiance. Clairement, quand c'est des gouvernements qui maîtrisent ce genre d'autorité, ils peuvent signer ce qu'ils veulent. Cela dit, quand c'est une grande boîte US aussi, elle peut aussi signer ce qu'elle veut. Donc, le monde des autorités de certification, c'est bien pour tout le monde, mais si vous êtes un petit peu pointilleux, c'est pas parfait, loin de là. Il y a d'autres attaques qui ont été faites sur SSL et TLS, c'est tout simplement l'affaiblissement. Dans certaines mesures, au début, dans SSL, on pouvait par exemple négocier un chiffrement qui était ce qu'on appelle null. Ça veut dire pas de chiffrement.
Donc en gros, le TCP/IP, il nous aurait montré get, form, post, Benjamin, coin. Et on pouvait, en se mettant au milieu, négocier des deux côtés le chiffrement. Parce que c'est le serveur qui décide, donc en faisant passer pour le serveur, on négocie, auprès du client, on négocie un chiffrement null. À partir de là, le client il envoie à votre man in the middle des données en clair, etc. Donc les fameuses différentes possibilités d'attaquer la sécurité au niveau logiciel, c'est affaiblir les protocoles, passer vers des protocoles plus faibles ou des clés plus petites, trouer, c'est-à-dire mettre une backdoor dans le logiciel, soit avec l'aval, soit sans l'aval de l'éditeur, mais pour qu'on puisse prendre le contrôle au bout de l'autre côté, quoi. Divulguer les clés. Typiquement, si votre clé privée est compromise, n'importe qui peut déchiffrer ce qui se passe entre vous et vos clients. Voire choisir les ellipses. Aujourd'hui, on utilise d'autres algorithmes de chiffrement qu'on appelle les elliptic curves, qui ne sont pas basés sur des paires de clés publiques-privées basées sur des nombres premiers, mais sur des équations polynomiales de courbes elliptiques. La tête de l'ellipse qu'on utilise la plus couramment aujourd'hui dans le monde des courbes elliptiques a été choisie par le NIST, qui est une émanation du gouvernement US et de la NSA, qui est de très bons conseils pour tout un tas de trucs crypto, où ils ont fait des choses vraiment intéressantes au niveau de la normalisation. Mais c'est eux aussi qui ont décidé de cette ellipse, majoritairement utilisée. On ne sait pas si elle n'a pas des possibilités d'exploitation mathématique connues de seuls qui feraient qu'ils auraient cet avantage concurrentiel dans le temps. Donc c'est vraiment tout un tas de possibilités selon où on place son niveau de paranoïa. Et il y a tout simplement la fameuse phrase, ce qu'on appelle l'out of bounds, c'est-à-dire des fois, au lieu d'attaquer SSL-TLS, parce que c'est quand même bien écrit, on attaque ailleurs. Et pour ceux qui n'ont pas entendu la phrase de... vous êtes au courant de l'affaire Snowden, ce contractant de la NSA, ce contractant d'un contractant de la NSA qui a divulgué plein de trucs. Moi, il y a une citation que j'ai retenue de lui, et j'arrêtais pas de la répéter, puis il y a 4-5 jours, il y a Bruce Schneier, qui est un expert mondialement connu en sécurité, qui l'a mise dans son blog en majuscule en disant « On a appris une chose de l'affaire Snowden ». On a appris plein de choses intéressantes qui font faire beaucoup de papier, mais il y a une chose extrêmement intéressante qu'on a apprise, et je vous invite à le noter dans votre cerveau au burin. Encryption works. Properly implemented strong crypto systems are one of the few things that you can rely on. La crypto, ça marche. De la crypto lourde, avec des grosses clés et proprement mise en œuvre, c'est une des rares choses sur lesquelles on peut compter aujourd'hui. Et que quelqu'un de l'intérieur nous dise ça, c'est une véritable révélation. Il y avait des vrais doutes sur certains algos. C'est intéressant de nous dire ça. But, unfortunately, endpoint security is so terrifically weak that NSA can frequently find ways around it. Le problème, c'est que ce qu'il y a à chaque bout, le serveur ou le client, ma machine sur laquelle il tourne un nombre incalculable de logiciels que j'ai jamais eu le temps d'aller vérifier, et encore c'est un système entièrement libre, est tellement potentiellement trouvable que plutôt que d'attaquer le protocole au milieu qui fait de la crypto lourde, ils vont sur le serveur ou sur le client, et là comme ils sont à l'autre bout du tunnel, et ils ont les données en clair. Donc ça, c'est vraiment à retenir et à pas oublier. Alors on va aller dans les trucs un petit peu plus si vous n'avez pas lâché, ça va être le moment. Alors dans TLS, je vous parle, on va les prendre un peu dans le désordre. OCSP, c'est le fameux protocole dont je vous parlais tout à l'heure, Online Certificate Verification, un truc comme ça, qui est un protocole basé sur HTTP qui permet aux autorités de certification de retourner à un navigateur la CRL qui dit oui, le certificat que tu me demandes est valide ou n'est pas valide. En fait, le client envoie tout simplement un numéro de série de certificat et l'autorité répond en le signant oui, celui-là, il est encore bon. C'est pas mal, ça permet de vérifier les certificats à la volée, donc en temps réel, mais c'est aussi une petite fuite en termes de confidentialité parce que l'autorité sait à peu près qui va sur ce site web-là, même s'il ne le vérifie pas tout le temps, c'est quand même une info. Je passe les trucs faciles tout de suite. Les certificats clients, ça je peux vous le montrer sur mon Thunderbird. Alors, avancer, certificat, donc vous voyez Your Certificates. Et là on voit que j'ai par exemple un certificat pour benjamin@octopus.fr et on voit ça ressemble comme deux gouttes d'eau, c'est Startcom. Si j'envoie un mail avec cette signature numérique là associée, n'importe qui peut vérifier que c'est moi, même s'il ne m'a jamais vu. Même si indirectement on ne s'est jamais vu, ce que PGP ne permet pas. Mais à l'inverse, bon, comme on l'a vu tout à l'heure, les autorités de certification sont tellement punzées que bon, ça vaut ce que ça vaut. Pour la petite histoire, j'ai pas d'accord de confidentialité, donc je peux vous le dire. Les banques, il y a des banques qui ont essayé d'utiliser ça, je sais qu'il y en a qui ont abandonné. Et aujourd'hui, Visa, par exemple, utilise PGP. Ils n'utilisent pas SMIM.
ils utilisent PGP Symantec Desktop pour faire du PGP industriel, mais ils n'utilisent pas SBIM parce que les autorités de certification, ils n'y croient pas, quoi. Les fameux certificats EV donc, dont on parlait tout à l'heure. Alors là, on peut prendre mon Chrome qui n'a pas besoin de certificat. Vous avez une autre idée de site où aller pour lever, moi je prends PayPal. Au moins il sert à quelque chose. Has been verified by VeriSign, Class 3, Extended Validation, SSL-CA. Et donc là on voit en fait, vous voyez le PayPal Inc, c'est bien l'organisation qui est signée, c'est le truc qu'on voit en vert dans le certificat. Et en fait en pratique, voilà, vous avez le certificate. Voilà, il y a une liste d'OID. C'est des numéros au sens X500, c'est une espèce d'arbre d'informations. Cet OID-là, il veut dire EV. Et comme la norme EV l'impose, il y a la CPS, le fameux document dont je vous parlais tout à l'heure, qui dit comment VeriSign signe les certificats. Voilà. Et là, on a Symantec, le nouveau nom de VeriSign, et on voit, vous voyez, la CPS, on peut la télécharger en PDF. Voilà, donc ça c'est encore des démos. Alors, les trucs simples, qu'est-ce qui reste? Subject altnames et wildcards. Alors, un certificat, ça signe un nom. Ce qu'on appelle un nom FQDN, un nom Fully Qualified Domain Name, c'est-à-dire un nom complet. brassins.héberge.info, c'est un nom complet. Mon certificat, moi, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est étoile.héberge.info. Ça, c'est ce qu'on appelle un wildcard. Ça veut dire, c'est un joker, ça veut dire que n'importe quoi.héberge.info sera valide si je présente ce certificat-là. Attention, pour les professionnels, sachez que ça ne marche que pour un nom.héberge.info. Si je fais www.brassins.héberge.info, ça ne marche plus. Parce qu'il y a deux éléments, deux suffixes, deux préfixes. www.brassins.héberge.info. Pour que j'ai un certificat valide, il faudrait que j'ai étoile.brassins.héberge.info ou étoile.étoile.héberge.info. Que étoile.étoile, ça n'existe pas en pratique. Donc il faudrait que j'ai étoile.brassins.héberge.info. Donc ça marche qu'un niveau en dessous, ok, au niveau DNS. Je me suis fait avoir une fois pour le quadpad l'Etherpad de la quadrature du net et on s'est retrouvé avec des certificats invalides parce qu'on avait deux noms en dessous de quadpad.qdn.fr. Donc les wildcards. Les subject altnames, alors là j'ai un exemple d'un client à moi qui s'appelle My Little Paris. Le navigateur il a pas râlé, pourtant c'est Merci Alfred, le nom du .com, le nom de domaine. C'est drôle, hein. Alors il a pas râlé parce qu'en fait c'est pas que Merci Alfred. Et là, on va voir. Il y a un nom. Parce qu'en fait, la première norme X509, elle dit, pour les certificats, il dit il y a un nom. Point. Donc il en met un, en vrai. Mais en vrai, il y a subject. Je l'avais dit, il s'appelle subject alt name. Il est où? Ah bah, il y en a dit dans du monde. Et donc en fait, ça veut dire que ce certificat est valable pour tous ces noms-là. Alors j'ai choisi aussi, en le créant, de dire je veux étoile point, comme ça si on a 3W ou pas 3W, ça marche. Donc j'ai mylittlewedding.com et étoile.mylittlewedding.com qui est plus bas. Ce qui fait que ça marche pour 3W et pour le domaine vide et pour payment.mylittlewedding.com et pour preprod.mylittlewedding.com, etc. C'est très pratique. Il y a une autre société qui utilise ça beaucoup en masse, c'est Cloudflare, pour ceux qui connaissent. C'est une société qui fait proxy pour vos serveurs, pour vos sites web. Quand vous êtes client un peu payant chez eux, ils vous fournissent votre site en HTTPS automatiquement. Et en fait, ils mettent une IP tous les 20 noms de domaine et ils font un certificat avec les 20 noms de domaine. Donc dès qu'ils ont 20 nouveaux clients, toc, ils génèrent un certificat avec les 20 noms de domaine et ils vous mettent en HTTPS votre site. C'est très pratique. Mais c'est un service propriétaire. Voilà. Donc les subject alt name. Donc ça, c'est une extension de la norme X509. En X509 V3 qui permet d'avoir des noms multiples sur un certificat. C'est pas le même prix. Si vous allez chez Gandhi, vous demandez un multidomain 20 domaines, ça va vous coûter $150. 150 €, non, c'est là où. Si vous en avez avec un seul nom, ça coûte 12 €. Pas le même prix parce qu'il n'y a pas autant de validation. Objectivement, c'est un peu une ligne dans une base de données, mais bon, c'est comme ça. Alors, on va finir par les deux plus durs. TLSA, DANE et DNSSEC. Vous avez entendu parler de DNSSEC il y a 2 semaines. Sinon, allez voir la conférence sur confs.fr de Stéphane Dorsmayer. Ça permet de signer numériquement sa zone DNS. Donc, par exemple, sontag.fr, je la signe numériquement. Derrière, si je dis elle est signée numériquement, ça veut dire que toutes les infos qu'il y a dedans, elles sont validées cryptographiquement. Pourquoi on ne mettrait pas la clé publique de mon certificat là-dedans? C'est prévu, l'IETF a fait une norme qui s'appelle DANE, D-A-N-E, et dont Stéphane Dorsmayer a justement fait un papier que je vous conseille aussi. Des clés dans le DNS, un successeur à X509. C'est sur le site de Stéphane Dorsmayer, si vous tapez DANE Dorsmayer, vous allez trouver. Et en gros, il explique qu'on peut dire le point PEM, on le met, voilà, on fait un exemple d'enregistrement DNS qui dit TLSA, et
les signatures cryptographiques, en l'occurrence SHA-1 ici, de la clé publique du certificat. Ce qui fait que votre navigateur, il voit un certificat, il le valide avec l'autorité de certification, mais en même temps il fait une requête DNS sur _443 qui est le port, ._TCP qui est le protocole, le nom de domaine concerné, en TLSA, et il a la réponse du DNS qui lui dit c'est censé être ça. Et si cette réponse est signée numériquement par DNSSEC, vous avez une garantie cryptographique que le certificat est le bon et qui est indépendante, qui est out of band, qui est indépendante du chaînage des autorités de certification. Très intéressant. Alors, malheureusement, Chrome 12 le supportait, Chrome 13 aussi, Chrome 14 ne le supporte plus, ne le faisait plus parce que ça intéressait personne et personne signait ses certificats. Firefox, il y a un greffon pour ça. Voilà. Il y a un truc, ça coûte rien de publier l'enregistrement DNS, donc faites-le. Comme ça, dès que les navigateurs vont le supporter à nouveau, parce que cette norme finira par être implémentée, parce que ça coûte rien au navigateur de le mettre et que ça va le faire, ben ça permettra d'avoir cette petite garantie en plus. Chaque petite chose qu'on peut avoir en sécurité est bonne à prendre, surtout qu'elle ne coûte rien. Par contre, si vous changez votre certificat, changez la signature TLSA en même temps. Vous pouvez en mettre 2. Comme dans tous les enregistrements DNS, vous pouvez en mettre plusieurs. Si vous changez votre certificat, avant de le publier sur le site web, genre la veille, publiez-le dans le DNS. Comme ça, le jour où vous mettez votre serveur web en prod avec cette clé, elle sera déjà bien dans les caches de tout le monde, prête à fonctionner. Enfin, pas dans les caches, mais le cache ne contiendra pas cette information et sera mis à jour au moment voulu. Donc voilà, TLSA DAIN, une autre partie de la norme SSL TLS. Comme vous voyez, c'est très vaste comme domaine. Et là, on va attaquer les deux gros bouts. Perfect, avec des gros guillemets, Forward Secrecy. PFS. Faut savoir une chose, c'est que quand on négocie l'échange TLS, ce qui se passe, c'est qu'il y a cette fameux échange de clés temporaires. Aujourd'hui, quand on fait du RSA tout simple, la clé temporaire est basée sur la clé RSA du serveur, la clé publique. Ce qui fait que si plus tard, si j'écoute le flux, moi le méchant hacker, pirate, si j'écoute le flux, je vais avoir des données chiffrées, mais c'est pas grave, je les conserve. Puis mettons que 2 ans après, j'ai attaqué votre serveur et je suis rentré sur le serveur et j'ai la clé privée. Et ben j'ai la clé RSA privée, donc je vais pouvoir déterminer sans trop de difficulté la clé temporaire parce qu'elle est déterminée d'après la clé RSA privée. Et donc là, j'ai une sécurité dans le futur, à l'avenir, qui n'est pas garantie. Parce que ça veut dire que si aujourd'hui quelqu'un écoute ce qu'il voit, si demain il a la clé, il pourra écouter ce qui s'est passé ou ce qui s'est dit aujourd'hui, en clair. Donc c'est pas cool. Donc on a eu l'idée, dans TLS, d'utiliser des algorithmes de négociation de clés qui permettent à 2 extrémités, sans avoir besoin de s'échanger en préalable des informations, aux clients et au serveur, d'échanger des informations, d'échanger cette clé en fait, de générer cette clé sans avoir besoin de connaître, sans avoir besoin de se baser sur quelque chose de commun, en l'occurrence la clé RSA publique. Et surtout, en faisant de telle sorte que si quelqu'un écoute entre deux, il ne puisse pas déterminer cette clé. Et je vais vous donner un exemple, c'est ce qu'on appelle Diffie-Hellman. Je vous invite à aller voir la page Wikipédia, j'ai pompé honteusement, donc en Creative Commons by SA, le diagramme de la page Wikipédia tellement il est beau. J'ai juste inversé au niveau des couleurs, donc c'est moins bon, mais bon, faites attention si vous êtes daltonien, toutes les couleurs sont différentes quasiment. Mettons qu'on démarre avec chacun une couleur connue l'un de l'autre. Mettons la clé publique RSA ou une chose comme ça. Chacun dans son coin, on mélange. En vrai, ils font ça avec des calculs mathématiques sur des ellipses ou des choses comme ça. Mais là, on va le faire avec des couleurs. On va partir du postulat suivant, c'est que séparer des couleurs, c'est dur. Si je vous dis vert, vous pouvez pas forcément facilement savoir que c'est. Si je vous dis un vert précis, savoir que c'est ce bleu précis et ce jaune précis. Ça, c'est douloureux. Par contre, si moi je prends le bleu précis, le jaune précis, que je le mélange, c'est facile, ça donne le vert précis. Donc, Alice et Bob ont une couleur connue de 2, qui est publique, peu importe. C'est quasiment une clé publique. Ils ajoutent chacun une couleur secrète. Alice, c'est un bleu ciel, Bob, c'est un rouge magenta. On obtient chacun une couleur bizarre. Cette couleur bizarre, il se la passe publiquement. Donc ça, le mec qui écoute entre deux, vous voyez, le fil, il voit le fil passer, il voit le bleu et il voit le marron. C'est pas grave. Ça lui permet pas de savoir quelle était la secrète couleur. Parce qu'il y a un mélange déjà avec le bleu d'origine. Assume the mixture separation is expensive. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On part du principe que séparer les couleurs, on ne sait pas faire. Mathématiquement, il y a des échanges, des algorithmes qui permettent ça. Chacun rajoute sa couleur secrète à la couleur qu'il a reçue de l'autre. Moralité, quand on mélange 3 couleurs, le bleu ciel et le rouge, on obtiendra la même couleur de chaque côté.
Et donc c'est très très bon algorithmiquement ça. Ça veut dire qu'en échangeant des choses publiquement, je te donne un truc, tu me donnes un truc, et en ayant chacun un petit secret qu'on a gardé secret temporairement, on n'a pas besoin de le garder, enfin on l'oublie une fois qu'on a fini la session SSL, ce secret-là c'est pas comme une clé RSA qu'il faut garder toute sa vie voilà, de serveur secrète. C'est un secret temporaire. Et comme il est détruit juste peu après, quand on a fini de parler HTTPS, bah plus tard, la personne qui a écouté entre deux, elle a plus les secret callers. Donc elle peut pas déchiffrer la connexion, jamais. C'est pour ça qu'on appelle ça la perfect, tout théorique, parce que si on arrive à séparer les couleurs, bah, vous êtes mal. Forward secrecy, c'est-à-dire le secret à l'avenir relativement garanti. Il y a aussi une très bonne page Wikipédia là-dessus, je vais même la montrer tellement elle est bonne, parce qu'il y a un terme de traduction que j'ai oublié. C'est la confidentialité persistante. Voilà. Je trouve ça pas terrible, mais j'ai pas mieux. À nouveau, je vous invite à contribuer parce qu'il y a beaucoup plus d'infos dans les versions en anglais de Wikipédia. Et donc, ce qu'on disait tout à l'heure sur SSL Lab, c'est qu'en fait, vous voyez, Forward Secrecy Yes, parce qu'en fait, dans les algos que je négocie, eh ben, je mets d'abord des algorithmes qui permettent la Forward Secrecy. Alors en vrai, c'est le client. Alors, savoir quand TLS SSL, le client dit, moi je sais faire du ECDHE, du DHE, du RSA, du AES 256, du AES 128, du CBC, du GCM, du SHA 384 et du SHA 512. Et c'est le serveur qui lui dit, bon d'accord, t'es gentil de savoir faire tout ça, mais moi je vais t'en demander un précisément. Et le serveur, lui, il a sa liste dans un ordre donné, et on peut lui dire au serveur de suivre cet ordre ou pas. Et on verra tout à l'heure dans les confs, il faut absolument dire au serveur de suivre cet ordre, parce que sinon il va prendre un truc au hasard, ou le premier que le client lui a dit qu'il sait faire, et ce ne sera pas forcément le bon. Alors que si on dit au serveur, prends le meilleur, voire le moins meilleur, voire le moins meilleur, voire le moins bon, voire le pire, et pas pire que le pire, tu t'interdis, il prendra le meilleur. Et donc c'est là où on voit qu'en ayant un serveur bien configuré dans le bon ordre, il va négocier du ECDHE, qui est une version enhanced des elliptic curves, ou du DHE, qui est une version un peu plus dispendieuse en temps de calcul. Et donc tous ces ECDHE ou DHE, c'est des échanges de Diffie-Hellman. C'est donc un système où la clé ne dépend pas de la clé RSA, la clé temporaire, et qu'elle est, dès que la session SSL sera terminée, sera jetée. Et donc on n'aura plus moyen de savoir, même en ayant la clé privée du serveur, qu'est-ce qui a été échangé entre le client et le serveur. Et donc voilà, on voit ces ECDHE partout. Alors justement, c'est le dernier point qui me reste dans les trucs assez évolués. Eh bien, cette histoire de négociation, comme je vous disais, le choix des algorithmes de chiffrement, c'est crucial dans le SSL TLS aujourd'hui. C'est le serveur qui en est chargé, donc si vous êtes responsable d'un serveur, c'est votre boulot. Et donc, on voit qu'en fait, vous avez vu tout à l'heure dans la liste, il y a 5 parties. En fait, comme on l'a vu dans l'échange TLS, on va prendre le laser, c'est plus simple. On génère une clé temporaire. Qui gêne? Pourquoi j'ai mis RSA là? Ah oui, RSA permet de générer la clé temporaire. Mais on peut faire du DHE ou de l'ECDHE. Et donc à choisir, on fait de l'ECDHE qui est du Diffie-Hellman peu coûteux, ou du DHE qui est du Diffie-Hellman coûteux, ou bah tant pis, si on ne sait pas, on fait du RSA et c'est pas Perfect Forward Secrecy. Ça c'est pour la génération de la clé de chiffrement symétrique. Asymétrique, pour échanger cette clé avec le certificat et compagnie, on peut faire du RSA. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut faire du DSA qui est la version patent free de RSA. Il y en a d'autres, mais on a notamment aujourd'hui, on peut faire des algorithmes en courbe elliptique. Il y a des autorités de certification. Si vous regardez le document que je vous ai montré tout à l'heure sur les 1800 autorités qui est sorti aujourd'hui, il y a des autorités de certification qui permettent de faire des certificats basés sur des clés publiques et privées en courbe elliptique. Elles sont très peu utilisées aujourd'hui, c'est 99,99% du RSA. Ça c'est pour l'échange de cette clé grâce à le chiffrement asymétrique. Ensuite, on fait du chiffrement symétrique sur la base de cette clé temporaire. Il y a de l'AES. AES, ça veut dire Advanced Encryption Standard. J'ai oublié son nom de baptême, mais à l'origine, c'est deux Belges qui avaient fait partie du concours organisé par le NIST pour déterminer le nouvel algo de l'avenir. Et c'est eux qui ont gagné. Et donc, c'est celui-là qui a donné son nom à AES. 128 bits ou 256 bits. Aujourd'hui, on recommande vraiment 256 bits parce que ça coûte pas beaucoup plus cher. Et il y a même des processeurs, comme les Intel modernes, qui ont ce qu'on appelle les instructions NI, si je dis AES-NI, qui sont des instructions spécifiques au processeur pour dire en gros, tiens, voilà un paquet de données, chiffre-moi ça avec telle clé et tel vecteur d'initialisation en AES 256. Et toc, qui vous sort les données chiffrées faites en matériel, donc ça va très très vite.
Camellia, qui est un algo de chiffrement japonais, qui a perdu au NIST, mais qui est bien, qui a une bonne réputation aussi, que pas mal de serveurs proposent. 3DES, qui est une version, je le fais 3 fois, de DES, qui est un vieil algorithme inventé par IBM, qui fonctionnait sur des clés de 56 bits. Donc en le faisant 3 fois, on a un petit peu plus que 56 bits, mais bon, c'est un peu deprecated. Le SSL Lab recommande dès aujourd'hui, parce qu'on en a d'autres, de ne plus l'utiliser. Il y a aussi RC4, qu'on recommande très vivement de ne plus utiliser. Alors le problème de ces algos symétriques, c'est que si on chiffre, ils chiffrent un petit bloc de données, genre 256 bits. Quand j'ai plusieurs kilos à chiffrer, si on le chiffre bêtement, on va le chiffrer toujours avec la même clé. Et si on chiffre 2 fois le même paquet, avec la même clé, on obtiendra le même paquet chiffré. Et donc ça permet de remonter éventuellement. Si on connaît un paquet en clair, on peut remonter, donc c'est bon. Donc pour ça, on est obligé d'utiliser un autre algorithme qu'on appelle l'algorithme de chaînage, qui dit en gros, pour chiffrer le paquet suivant, tu prends le précédent comme truc qui va perturber la clé initiale, qui fait que pour le même paquet de données en clair qu'on va chiffrer, on ne va pas obtenir le même paquet de données chiffré. Et il y a plusieurs façons de faire ça. Ça nécessite toujours ce qu'on appelle un IV, un vecteur d'initialisation, qui est en fait généré en général dans la clé temporaire. Du chaining, on peut le faire avec CBC, qui est Cipher Block Chaining, qui est le plus classiquement utilisé. Il y a EBC qui est aussi utilisé. GCM, alors qui est aussi un truc, une autre version de ça. GCM ayant un avantage, c'est qu'il est algorithmiquement très peu coûteux pour un ordinateur. Et je vous invite aussi à aller consulter si besoin. Il s'appelle Galois Counter Mode. Et la page en français, ah non, je n'ai même pas rendu compte qu'elle était en anglais, explique très bien comment ça fonctionne. Elle est bien. Elle est pas mathématiquement, faut un peu tenir, mais c'est pas très violent. Et ce qui est marrant, c'est qu'Intel a dit au bout d'un moment, elle est bien celui-là. Et donc dans les instructions, je sais plus de quel processeur, je crois que c'est les Ivy Bridge. Dans les Ivy Bridge, exactement. Ils ont, à partir de 2008, dans les Westmere, ils ont mis une instruction PCL mul QDQ qui fait en gros les 3/4 du boulot de GCM. Donc ce qui fait que matériellement, on a aussi de quoi accélérer ce processus de chaînage des algos de chiffrement. Donc voilà, on voit que les constructeurs font vraiment des efforts pour que ça aille vite. Ce qui veut dire ça fait aussi des efforts pour que ça aille vite à potentiellement attaquer ce type de système. Donc c'est pour ça qu'on conseille toujours des clés le plus longues possible. Et tout ça, c'est accompagné en général d'un algorithme permettant de signer certains éléments du protocole ou tout le protocole. Et donc là, il y avait le fameux MD5 qui permettait de signer les certificats, qui est maintenant considered totally harmful et qu'il ne faut plus utiliser jamais pour tout ce qui est cryptographique. On peut s'en servir pour vérifier la signature d'un document. Quand on envoie un document à quelqu'un, on fait son MD5, on lui dit tiens il vérifie, c'est bon, on vérifie vite fait que c'est la bonne signature, ça suffit. On n'est pas obligé de faire un SHA-512 qui est beaucoup plus long à vérifier. Mais au-delà de ça, si c'est cryptographique, oubliez. Et il y a SHA qui est aussi vainqueur d'un concours du NIST pour faire le meilleur algorithme de signature, ce qu'on appelle le hachage. Au monde, et qui a différentes versions. Il y a SHA-1 qui est une première version, et depuis maintenant le deuxième concours, on a SHA-256, 384 et 512 qui ont des tailles de réponse de signature de la taille indiquée et qui permettent d'avoir une signature numérique. Donc en gros c'est une empreinte, c'est comme l'empreinte digitale. C'est si j'ai mon empreinte, si on voit cette empreinte digitale, c'est la mienne, ça montre que c'est bien moi. Et c'est plus petit d'écrire l'empreinte digitale que de décrire tout mon être. Et donc les algorithmes d'empreinte servent à ça, c'est d'avoir une version courte qui dit c'est ce document-là. Si vous avez un document qui a la même empreinte, c'est qu'a priori c'est le même, parce qu'il y a très peu de collisions. Ou en tout cas, elles sont très difficiles à produire. Collision, c'est-à-dire quand deux documents différents produisent la même empreinte. Donc voilà, on obtient ce genre de chaîne tristoun pour dire ça c'est le truc que je vais décider de pratiquer entre mon serveur et mon client pour cette session. Donc c'est un peu sombre, mais c'est par exemple le CDHE, RSA, 156, GCM, SHA-512. Ça c'est de la grosse artillerie lourde. Ou alors DES, CBC, SHA. Alors DES 56 bits, CBC, bon ça va, on s'en fout, de toute façon t'es en 56 bits, et SHA qui est pas mal, mais bon, de toute façon t'es en 56 bits, donc c'est faible. Ça normalement un navigateur aujourd'hui refuse. Les navigateurs modernes, ça ils veulent plus. IE6, il veut bien. C'est pas moderne. Voilà, donc ça, là il y a du boulot. Et alors, il y a du boulot, et donc, on va voir en vrai comment ça marche. Allons-y. Ça, ce sera en ligne, donc si ça vous intéresse, on ira. J'en ai perdu. Alors, non mais c'est normal. Là on est vraiment dans les trucs geeks. Allons-y. C'est pas trop sombre. Bon, au pire,
et ce sera en ligne aussi. Je vais vous montrer un peu différentes confs pour les différents logiciels, ça va très très vite, comme ça après on passera aux questions. Apache, le serveur web le plus connu. Alors pour faire du Perfect Forward Secrecy, il faut la version 2.4. En dessous, ça n'existe pas, Apache ne sait pas ce que c'est que CDHE ou DHE. Si vous avez une Debian, je vous plains, enfin je me plains, parce que dans la dernière Debian, il n'y a pas Apache 2.4, il n'y a que Apache 2.2. Typiquement on lui dit voilà, document de route, mon serveur il est à var3w, il écoute sur le port 443, ce qu'on voit au-dessus. Et là on a 3 lignes. SSL Certificate File, c'est le fichier certificat. SSL Certificate Chain File, c'est le certificat chaîné. Apache il va juste les fournir bout à bout au client. Et SSL Certificate Key File, c'est le fameux fichier clé que si vous avez laissé un mot de passe dessus, quand vous avez démarré Apache, il va vous demander le mot de passe, comme tous les logiciels. Donc ne mettez pas de mot de passe. On lui dit juste que l'engine SSL est on, il faut lui dire ça. Et là on voit, en plus du Cipher Suite, qui est la liste des algorithmes de chiffrement que j'autorise dans un certain ordre. Oui, c'est long comme le bras, je l'ai commenté avec un dièse parce qu'en fait, c'est pas celle-là que j'ai, c'est celle qui est en dessous qui est un condensat et on va voir en quoi c'est une factorisation de tout ça. Je lui dis voilà les protocoles, je veux bien que tu fasses du TLS 1.2 préférablement, ou du TLS 1.1 ou du TLS 1. Je veux pas entendre parler d'SSL V3 et SSL V2 qui sont aujourd'hui considérés comme deprecated, c'est-à-dire obsolètes. On n'est pas aujourd'hui, si vous avez un serveur, ça sert à rien de mettre SSL V2, V3. V2 c'est dangereux, V3 c'est pas dangereux, mais on considère que c'est plus nécessaire de le mettre, il y a mieux. Si vous avez un serveur de mail, laissez SSL V3. Pourquoi ? Parce que vous êtes serveur de mail, mais en SMTP, vous êtes aussi client de mail. C'est-à-dire que vous allez vous connecter à un serveur de mail quand vous envoyez un mail. Vous, serveur de mail, vous allez être client. Et si vous êtes client, vous avez donc besoin de pouvoir négocier potentiellement plus bas avec le serveur. Donc ça sera un truc auquel il faudra faire attention pour certains protocoles. La compression, on la met à off pour pas être sensible à crime. Et vous voyez le Owner Cipher Order, c'est pour dire attention, l'ordre que je te mets là, il est important. Si le client te dit qu'il veut ça, tu prends le premier qui marche dans l'ordre et pas le dernier. Parce que c'est important. On pourrait mettre ces 6 lignes, sauf que si demain la libSSL elle a des nouveaux algos de chiffrement qui sont mieux, on ne va pas en profiter. C'est triste. Parce que j'ai mis une liste très précise des algos dans l'ordre où je veux les accepter. Ce qu'on peut faire, et c'est ce que j'ai fait en dessous, c'est pour ça que je l'ai commenté lui, c'est lui mettre un condensat comme ça. La lib OpenSSL, c'est très spécifique à OpenSSL, mais comme c'est peu ce qu'on retrouve partout sur les serveurs, je vous en parle. Elle a ce qu'on appelle une pile. Donc en gros, elle a une liste d'algos par défaut qu'elle autorise. Et dans cette chaîne de caractères, on peut lui dire remplace-moi ça par ma liste à moi qui est longue comme le bras, ou par ce condensat. Et ce condensat, il y a des mots-clés qui veulent dire les algos qui ressemblent à ça. Et donc typiquement, je lui dis all, ça veut dire accepte tout. Et en dessous, je lui donne des trucs. Je lui dis, en gros, à chaque fois qu'on met un plus, ça veut dire ajoute-le comme à la fin de la liste des trucs autorisés. Et si on lui met un moins, ça veut dire enlève-le, mais j'ai le droit de le remettre plus tard. Si on lui met un point d'exclamation, ça veut dire enlève ces algos et tu ne les rajouteras plus jamais dans la liste, dans la suite de la liste. Et à partir de là, si vous réfléchissez un peu, on peut se faire une liste à la fin d'algos, pas en disant RSA, DSA, mais en disant les trucs forts, les trucs faibles, les bons, les pas bons, ceux qu'on a le droit d'exporter selon les lois américaines ou ceux qu'on n'a pas le droit d'exporter, etc. Et donc là, j'ai all, ça veut dire tous, annul et nul, c'est chiffrement et signature. Je n'en veux pas, point d'exclamation, je ne veux pas, jamais, et tu ne l'ajouteras plus jamais dans la liste, qu'on fasse de null crypto et de null signature, parce que juste, bon. Low, je ne veux pas les algorithmes bas, DES, 56 bits, ces trucs-là, je ne veux pas en entendre parler. Ce qui fait que si plus tard l'IBSSL sait parler d'autres algos faibles, il ne va pas les autoriser pour autant. Exp, c'est les algorithmes d'export, parce qu'à une époque, les États-Unis avaient interdit l'export d'un certain nombre d'outils cryptographiques, ou en tout cas pas au-delà d'une certaine taille de clé. Donc là, il dit, je ne veux pas en entendre parler non plus, parce que c'est juste pas fiable. RC4, qui est le truc pour lequel l'attaque crime tape, donc on refuse RC4. On refuse 3DES parce qu'il a beau faire 3 fois du DES, il est tout pourri. Et après, plus high et plus medium, ça veut dire que tu mets dans la liste les algos que SSL considère comme high, c'est-à-dire la dernière version de la lib que vous avez là, si elle dit que cet algo-là, il est bon, il sera dans high. S'il est moins bon, mais pas pire, il sera dans medium. Ce qui veut dire que si demain je mets à jour ma lib SSL, mais pas mon Apache, ou pas mon serveur, et que je redémarre, il va profiter potentiellement de nouveaux algos, et j'aurai pas besoin de lui dire ici. Et donc je suis pas obligé de reconfigurer. Donc ça, c'est pas mal. Il va passer dans la moulinette point d'exclamation low. Si tu mets à jour ta lib SSL.
Very important. Donc voilà, ça c'est crucial et on le retrouve à chaque fois dans tous les logiciels. Vous faites man, la postfix man de TLS, vous faites celle de l'IT, vous faites celle de tous vos logiciels. Elles ont toutes cette liste d'algo de chiffrement et elles ont toutes des valeurs par défaut. En dessous, j'en ai mis un dernier qui est header. C'est pas du tout rapport avec SSL TLS. C'est une extension à la norme HTTPS qui dit si vous êtes un serveur HTTPS, vous pouvez dire au client que ce site doit être accessible en HTTPS, enfin doit être accédé en HTTPS et qu'il ne doit pas y accéder autrement qu'en HTTPS. Et si vous dites ça, tous les navigateurs aujourd'hui vont dire ah d'accord. Et à partir de là, si vous mettez HTTP 3w.mon-site, il va dire ok HTTPS. Il va l'ajouter pour vous. Même si vous ne mettez pas HTTP, ce que souvent on fait, on met je sais pas google.fr. Si Google met strict transport security, votre navigateur il va faire HTTPS google.fr. Donc ça c'est très pratique. Si vous avez un site qui est accessible en HTTP et en HTTPS, mettez cette en tête et on peut dire pendant combien de temps c'est valable. Ce qui fait que le navigateur s'en souvient, il ne va plus accéder du tout à HTTP tant que ce temps ne sera pas expiré. Ça n'a rien à voir avec SSL au sens technique, mais c'est pour sécuriser un peu tout ça. Nginx fonctionne un peu pareil. Donc on lui dit listen 443 pour dire bah, c'est un serveur HTTPS sur le port standard. On a SSL on qui est au lieu de SSL engine. On a le certificate qui est en fait le CRT plus le chain. On a SSL certificate key qui est la clé. Le timeout de session, vous voyez, là je vous montre des paramètres un peu détaillés. C'est pendant combien de temps il peut se souvenir de la clé temporaire échangée entre vous et lui pour éviter de la régénérer tout le temps. Prefer server ciphers on, ça c'est pour dire je veux que le serveur impose au client cet ordre-là. Et on retrouve l'ordre de tout à l'heure. Les protocoles, TLS V1, V1, V2, Header Strict Transport Security, celui-là on le connaît. Add SSL DH param. Alors ça, c'est intéressant. C'est parce qu'en fait, en Diffie-Hellman, l'algorithme Diffie-Hellman fait qu'on a besoin d'avoir une espèce de couleur de départ sur lequel on se base et qui doit avoir certaines propriétés mathématiques. Et donc en fait, on peut demander à OpenSSL, grâce à la ligne de commande qui est en dessous, de faire un paramètre de Diffie-Hellman en 1024 bits ou en 2048 bits. Il y a 3 versions, 768, 1024, 2048. La 768 est considérée comme faible. 1024, 2048, ça coûte pas très cher de faire une 2048, il faut être un peu patient. Une fois que vous l'avez, vous la gardez, vous l'utilisez des années, ça marche très bien. C'est votre petite couleur bleue tout en haut. Donc là, on lui donne le fichier pour qu'il puisse négocier dans les algos du ECDHE ou du DHE. Il en aura besoin. Donc voilà, Nginx, autre serveur web. Il y en a un troisième qu'on connaît bien, c'est Light HTTPD, qui est un serveur web très léger. Il a un peu le même principe. On lui finit un tableau dans lequel on lit, voilà, t'écoutes sur le port 443, t'as ton engine qui est enable. Vous voyez, on retrouve toujours les mêmes directives. Donc vous regardez la doc de votre logiciel, vous allez retrouver toujours ces directives-là. Le PEM file, alors c'est traître. PEM, c'est le format d'encodage base 64 des certificats. C'est pourri comme nom, mais bon, ils ont choisi ça. Donc PEM file, c'est le, j'ai plus de laser, c'est le certificat. Et la clé privée, parce qu'en fait, l'autre qu'il a, c'est CA, c'est pour l'autorité de certification signataire, c'est-à-dire le chain. Donc en vrai, là, faut lui dire dans la directive, faut lui dire à la fois la clé privée et le certificat. Et lui, il va démerder ça. La cipher list, on a compris ce que c'était. Honor cipher order, force l'ordre des algos de chiffrement, enable, actif. Et cet env ajoute dans l'environnement l'entête de réponse. Donc quand tu réponds à ton client, tu lui dis strict transport security oui, avec cet attribut à ajouter qui dit combien de temps on le garde. En l'occurrence, là j'ai mis 1 mois, je crois, un truc comme ça. Vous voyez, donc là on va tourner en rond. Prosody, un logiciel de serveur Jabber. Bon, il a un petit truc, c'est SSL, ouvrez les crochets, fermez les crochets, key, certificate, blablabla. Bla bla. Tiens, truc intéressant. Jabber, c'est un peu compliqué. Vous vous connectez à votre serveur Jabber, vous êtes le client. Mais si vous parlez à un autre utilisateur qui est sur un autre serveur Jabber, les serveurs Jabber vont parler entre eux dans ce qu'on appelle du server to server. Donc dans Jabber, il y a du client to server, C2S, et du server to server, du S2S. Donc on a C2S, S2S. Et on a une directive que je vous invite à mettre parce que tous les serveurs Jabber doivent aujourd'hui parler SSL TLS, sinon juste vous appelez l'admin et vous lui dites c'est quoi ce bordel. SSL C2S S2S require encryption true, ça veut dire que si votre client se connecte sans faire de chiffrement TLS, vous lui dites fais du TLS. Et si quand vous vous connectez à un autre serveur, le serveur dit je supporte pas TLS, vous refusez la connexion à l'autre serveur. C'est bien, c'est très efficace, ça impose l'SSL TLS dans toutes les communications Jabber. C'est la moindre des choses.
Attention, je vous donne un truc de pro. Le bloc SSL, vous le trouvez dans la conf générale de Prosody. Dans Prosody, vous devez définir ensuite des virtual hosts pour chaque nom de domaine sur lequel vous avez des comptes Jabber. Il faut absolument mettre le même bloc SSL dans chaque virtual host. Soit avec le bon certificat, si vous avez un certificat pour chacun des virtual hosts concernés, soit avec un wildcard si c'est un sous-domaine du même domaine, soit des certificats différents, même un certificat bidon s'il faut, tant pis, mais mettez un certificat, sinon il ne fera pas Start TLS sur ce domaine-là. Donc, important. Donc, copiez le bloc SSL dans tout virtual host. Pour FTPD, serveur FTP, alors là il a d'autres trucs que je peux vous montrer. Bon, il y a un fichier de log, TLS Engine On, bon, TLS Protocol, TLS V1. C'est lequel il veut négocier. En vrai, ça veut dire 1.1, 1.0, 1.2. Ça veut dire pas SSL V3, quoi. La Cypher Suite, on la connaît tous. Alors lui, il a besoin du certificat et de la chaîne en même temps. Il n'a pas de TLS RSA Certificate Chain File. Il a juste file et key file, comme Apache. Voilà. Tiens, TLS Renegotiate Required Off. Ça, c'est un autre truc que certains logiciels ont. La plupart l'interdisent aujourd'hui. Pour FTPD, c'est pas le cas par défaut, donc c'est bon de le mettre. Dans TLS, on peut faire dans la session ce qu'on appelle une renégociation. C'est-à-dire qu'on fait une première échange, puis en fait, non, on va faire autre chose derrière. Typiquement, si E6 voit qu'il a fail, il peut essayer une deuxième derrière. Dans certains cas, ça peut être attaqué. Si le man in the middle dit « Ouais, d'accord, on renégocie faible, genre null ». Et il y a certains logiciels sur lesquels ça finit par faire des algos genre DES ou des trucs tout pourris. Donc il y a des attaques. Je crois que c'est l'autre entre Crime Baby, je ne sais jamais lequel des deux, qui utilise ça. Donc on la désactive. Comme ça, on est tranquille. Et les clients FTP n'utilisent pas la renégociation. On peut mettre des options. Vous voyez, par exemple, no cert request, ça veut dire qu'on ne demande pas en tant que serveur un certificat au client. Enable Jax, c'est parce que je veux des logs verbeux, et non-session reuse required, ça veut dire qu'on n'oblige pas au client. Si le client veut revenir plus tard avec et renégocier une autre clé temporaire, on veut bien. Ça, c'est pour gérer des trucs comme les vieilles versions de FileZilla. Verify client off, c'est pour lui dire à nouveau, je veux pas vérifier le client. Et TLS required on, ça c'est si on veut obliger le client FTP à faire du FTP TLS et pas du FTP tout court, en clair. Et là, votre FileZilla par défaut, il va dire, oh, il veut que tu fasses du TLS. Et il faudra lui dire. Donc vous voyez, on peut choisir, hein, off, on. Il y a quand même des trucs qu'on peut choisir, mais globalement, la Cypher Suite et les instructions à connaître pour savoir s'il faut mettre le certificat et sa chaîne, ou juste le certif ou sa clé, ou je vous les donne là. C'est du temps à trouver. Postfix. Alors Postfix, c'est beaucoup plus compliqué. Pour une raison toute simple, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est un serveur de mail. Il est SMTP serveur quand vous envoyez un mail au Postfix. Il est SMTP client quand c'est lui qui envoie un mail à quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, le mail, c'est un peu comme le Jabber, il y a du serveur to serveur. J'ai mon mail qui est chez Brassens, j'ai un mail à vous envoyer à vous qui êtes chez, je sais pas moi, toi tu es chez cyphercat.eu, c'est Skyline, j'envoie un mail à Skyline, moi je l'envoie à travers Brassens. Puis moi je dis, c'est Brassens en gros, c'est mon SMTP relais, c'est lui qui va se démerder pour l'envoyer. Lui, il va se connecter au SMTP de Cyphercat. Donc le client SMTP Brassens va se connecter au serveur SMTP Cyphercat. Et donc, on a un client, on a un serveur. Le même logiciel fait les deux extrémités. Donc, dans Postfix, on a des SMTPD underscore TLS underscore blablabla et des SMTP client underscore TLS underscore bliblibli. Deux blocs. L'avantage, c'est qu'on peut faire des macros dans Postfix. Donc, on peut dire celle-là, c'est la même que l'autre. Donc, pour toutes les directives SMTP, je lui ai dit, tu prends la même en SMTPD. Comme ça, on le définit une fois tout en haut. Et donc, je définis ici le bloc. On a le cert file qui est le certificat. Si vous avez des certificats DSA, parce qu'à une époque on mélangeait RSA, DSA, on lui dit DCERT, donc je lui dis que c'est le même que CERT. La clé, la D-key, c'est la même que key. Le CA file, alors ça c'est utile si votre serveur demande l'identification au client. Bah, c'est le cas, parce que si le serveur demande l'identification au client, c'est quand il discute entre serveur et client, c'est bien que l'un dise qui il est à l'autre. Donc c'est pratique d'avoir la liste des autorités de certification dans Postfix. Et dans l'autre sens, pour le serveur, pour le client, pour le coup, c'est nécessaire parce qu'il veut identifier le serveur qui se connecte chez lui avec sa CA. Quoi d'autre? Alors les ciphers chez Postfix, les emmerdeurs, ils font pas comme les autres. Et donc ils ont leur façon de factoriser. Et en gros, comme en plus les serveurs de mail, c'est souvent des vieilles machines, c'est rare qu'ils sachent faire les algos très puissants. Donc en général, on conseille d'accepter d'avoir des algos un peu moins bons. C'est bon, tant pis. En attendant mieux.
et le fameux DH 2048 de tout à l'heure qui permet d'avoir un paramètre de Diffie-Hellman. Use TLS pour dire quand tu es serveur SMTP annonce que tu sais faire du TLS, et on a le Use TLS pour le client, genre si tu es client et que tu vois que le serveur sait faire, fais-le. C'est important, c'est très important. Dans le mail, aujourd'hui, vous avez tous entendu le fait que le mail c'est un petit peu écouté, c'est de la correspondance privée mais c'est beaucoup écouté. Vous avez le client qui se connecte à son relais, client-serveur, SMTP, serveur SMTP en tant que client qui se connecte au serveur SMTP du destinataire, serveur SMTP du destinataire qui stocke ça et qui après met à disposition en POP ou en IMAP au destinataire. Donc il y a client, expéditeur, serveur de l'expéditeur, serveur du destinataire, destinataire. Si vous faites du PGP, c'est ce qu'on appelle du chiffrement end-to-end. Je chiffre avant le départ, ça part, ça fait tout le chemin, peu importe par où ça passe, de toute façon c'est chiffré, ça arrive à l'arrivée, on déchiffre. Sauf que, si quelqu'un écoute entre deux, il voit un message chiffré, mais de A destiné à B. Les métadonnées lui disent que aujourd'hui à cette heure-là, A écrit à B. Demain, 2 heures plus tard, B répond à A. Des messages de telle taille. Et ça, c'est une info ultra confidentielle. Vous ne le savez pas, mais ça dit tout sur vous. Vraiment, c'est vraiment super important. Ça dit beaucoup de choses, il y a plein de démos. À partir de là, si vous faites SSL TLS, SSL TLS, SSL TLS, ils auront beau écouter, ils n'auront pas les métadonnées en clair. Et on ne saura pas qui parle à qui. Donc s'il y a un des destinataires ou des expéditeurs, c'est Gmail ou Yahoo, et qu'on n'a pas confiance en eux, ça sert à rien de se protéger avec SSL TLS. Mais si c'est que des serveurs que vous connaissez et qui sont de confiance, c'est très efficace. C'est ce qu'on appelle du chiffrement point-to-point. Point-to-point, client-serveur, point-to-point, serveur-serveur, point-to-point, serveur-client. On fait du end-to-end, c'est bien. Pour protéger les métadonnées, aujourd'hui, j'ai pas mieux à vous proposer que le point-to-point. C'est mieux que rien. Donc, configuration un petit peu compliquée. On peut dire à SMTP, au postfix qui peut garder dans une base de données binaire BDB la liste des clés de session temporaire de tous les clients et tous les serveurs qui se sont connectés à lui, parce qu'en SMTP, il y a beaucoup d'échanges dans tous les sens, avec plein de clients, plein de serveurs. Donc on peut, grâce à ça, optimiser un peu. Et dans les protocoles, tout en bas, je lui dis, je veux pas entendre parler du SSL V2 ni du SSL V3. Je suis un peu violent, mais je vois qu'en fait, ça marche plutôt bien. Malgré tout. Et le Secure Cert Match, alors ça c'est plus compliqué, c'est que dans le mail, le nom du serveur, c'est le nom du MX du domaine correspondant. Ce qui veut dire que le nom DNS, le nom FQDN du certificat, c'est censé être le nom DNS du MX. Mais là, il veut bien aussi que ce soit l'adresse en fait du domaine lui-même. Donc ça permet d'être un peu plus flexible sur le nom sans pour autant porter préjudice à la sécurité. Ça c'est pour ce que j'appelle le Molly Guard. C'est une histoire un peu ancienne. C'est en gros pour se prémunir des incompétents. Serveur PopImap, Dovecot. Alors ça conf elle est toute simple, elle fait 4 lignes. Vous lui dites le CRT, la chain, le key. Tout le reste est bien configuré. Il faut juste lui dire que vous ne voulez pas entendre parler d'SSL V2, V3. Et la cipher list. Par défaut, il impose à ce que ce soit dans un certain ordre. Et après, tout le reste, il n'y a pas grand chose d'autre. À partir du moment où vous dites SSL yes, il fait ce qu'il faut. Alors attention, la syntaxe. SSL cert égale, normalement vous lui mettez le contenu du certificat. Begin certificate, end certificate. Là, comme c'est des fichiers externes, vous lui mettez inférieur, ça veut dire ce qui suit, c'est un nom de fichier dans lequel il y a le certificat. Donc il y a cette syntaxe un peu étrange à connaître. C'est les Dovecot récents, les anciens ça fonctionnait différemment. C'est 2.1 je crois.